secondes, le temps que... Hop. Voilà, j'attends encore quelques secondes, le temps que tout le monde puisse arriver, mais je pense que voilà, y en a toujours qui arrivent en cours de route. Très bien. Bon, on va pouvoir commencer. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore pour ce 11e et dernier webinaire à Vélo 2, du coup, avant l'été. Donc, Mathilde Pavageau-Mancheron, animatrice du programme à Vélo 2 au service transport et mobilité de l'ADEME. Je suis accompagnée avec donc, Thomas Joanneau du CEREMA, que vous connaissez bien à présent, pour aborder la question du financement vélo, comment mobiliser les financements pour les projets des territoires. Donc, pour tout projet, et notamment pour une stratégie cyclable efficace, efficiente, mais aussi pertinente, la question du financement est essentielle, parfois centrale. Pour un vélo 2, par exemple, presque 80%, 83 même des projets incluent un axe 1, donc c'est-à-dire des études, de la planification stratégique, dont l'une des phases essentielles aboutit finalement au PPI, le plan pluriannuel d'investissement, ce qui fait que ça donne aux collectivités des projections d'investissement. Cela permet aussi de pouvoir se préparer à déposer des candidatures au Fonds Mobilité Active ou encore à la DSIL. Mais il existe une multitude de dispositifs de financement, si bien qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Il est compliqué de vous présenter une liste exhaustive de toutes ces aides, mais nous vous proposons via ce webinaire une vision d'ensemble et des conseils lors de la recherche et la demande de financement. Donc, je remercie bien sûr les participants de ce jour qui vous seront présentés d'être ici présents pour nous donner leurs conseils. Et je vous remercie dès à présent pour votre participation et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci beaucoup Mathilde. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce webinaire consacré au financement des politiques cyclables. L'objectif de ce webinaire, c'est à la fois de faire un tour d'horizon des financements possibles des actions vélo avec quelques recommandations pour augmenter vos chances d'être financés et puis surtout d'apprendre les uns des autres sur les succès ou les difficultés rencontrées. Alors avec déjà un constat, c'est que a priori vous avez toutes et tous au moins une expérience en matière de financement vélo puisque vous êtes lauréat à Vélo 2. L'idée étant aujourd'hui d'échanger plutôt sur les autres sources sur lesquelles vous pourriez ou avez déjà été mobilisés. Donc effectivement, on commencera ce webinaire avec un panorama des aides existantes. Alors d'abord en compagnie de Jonathan Courtz, qui est donc chargé de déploiement de produits numériques chez beta.gouv.fr et plus particulièrement chargé de l'ouverture des aides territoriales de la mobilité et des API avec les partenaires. Jonathan qui nous présentera la plateforme Aide Territoire. Alors, on enchaînera ensuite avec Antoine Coué de Vélo et Territoire qui nous proposera un zoom des possibilités de financement vélo. Et puis, nous terminerons cette première partie avec Boris Lee, qui est référent projet multimodaux voyageurs à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France. Boris, avec lequel on vous propose de prendre un moment pour vous présenter le Fonds Mobilité Active, qui est un fonds de financement des aménagements cyclables qui des travaux donc d'aménagement cyclable et qui est en quelque sorte la suite logique pour un lauréat à Vélo 2 qui aurait été subventionné pour un schéma directeur des aménagements cyclables par exemple. Et puis, donc, on enchaînera avec un état des lieux des financements que vous avez mis en place dans vos territoires. J'ai déjà mis le lien du Klaxoon dans le chat si vous souhaitez commencer à le renseigner, mais je le détaillerai au moment voulu. Et puis, on terminera avec deux retours d'expérience, celui d'abord de l'Avant-Pays Savoyard avec Christophe Morel, et puis celui de la communauté de communes de Serponçon avec Étienne Charles, qui viendront témoigner des différents financements qu'ils ont pu mobiliser sur le vélo. Voilà, je vous propose de commencer sans plus attendre avec ce tour d'horizon des aides possibles avec Jonathan Courtz et la présentation de la plateforme Aide Territoire. Jonathan, c'est à toi. Réactiver. Alors, bonjour à tous. Ouais, tout à fait. Vous avez mon écran ou pas? C'est bon? Très bien. Il s'affiche? Tout est bon, oui.
Ok, super. Merci beaucoup. Donc, effectivement, donc, je me représente rapidement, Jonathan Kurtz, et donc je suis chargé du déploiement du portail France Mobilité Aide Territoire. Aujourd'hui, le but de cette présentation, c'est de vous présenter donc ce portail. On fera un petit tour d'horizon aussi, en particulier des financements vélo, vu que c'est le sujet du jour. Un petit mot peut-être rapidement avant de vous faire la démonstration. Alors, il faut juste que je retrouve la main pour changer mes slides. Hop. Normalement, hop là, non. Hop, voilà, c'est bon. Ok, très bien. Donc un petit mot peut-être avant de commencer sur Aide Territoire et sur la genèse donc, du partenariat entre France Mobilité et Aide Territoire. Donc Aide Territoire, c'est une start-up d'État, c'est-à-dire un service public gratuit qui est doté d'une équipe autonome pour en fait répondre à un problème d'ordre public et qui a une approche toujours centrée utilisateur. Je vous dis ça parce que typiquement, je serais ravi d'avoir vos retours sur le portail et d'avoir vos recommandations, ce que vous trouvez intéressant ou pas, pour la faire évoluer. Du coup, Aide Territoire donc, fait partie du réseau Betagouv, qui est donc un ensemble d'incubateurs, et la start-up d'État Aide Territoire est financée par la Direction générale de l'aménagement et du logement et de la nature, France Mobilité et l'ANCT. Alors, qu'est-ce que c'est Aide Territoire? Concrètement, c'est une plateforme numérique qui centralise et organise toutes les aides qui sont destinées aux structures locales, donc aux collectivités, c'est vraiment le cœur de cible, et aux associations, établissements publics et même aux entreprises. Quelques chiffres clés rapidement. Aujourd'hui, j'ai regardé juste avant, en gros, par semaine, de manière hebdomadaire, on a environ 30 000 aides qui sont vues sur Aide Territoire, et on diffuse les aides de près de 800 porteurs, ce qui représente environ 2400 aides financières et 700 aides en ingénierie. Voilà, donc quels sont les aides et quels sont les porteurs qu'on valorise sur Aide Territoire. Donc, les aides, elles proviennent à la fois de porteurs à l'échelle très locale, que ce soit des EPCI avec des âmes qui vont concerner que quelques communes, ou à plus grande échelle, donc à l'échelle départementale, avec par exemple les aides du conseil départemental, ou régional avec les aides du conseil régional, et bien sûr national avec notamment, on diffuse les aides des ministères, des services déconcentrés, des opérateurs de l'État, jusqu'à bien sûr l'aide européenne, et donc les aides européennes qui sont, comme vous le savez, instruites par les régions. Et donc ici, vous avez la liste un petit peu voilà, des partenaires, non exhaustifs bien sûr, des partenaires donc porteurs d'aide que vous retrouverez sur Aide Territoire. Alors, venons-en au fait. France Mobilité donc, avait pour ambition, donc France Mobilité, c'est un programme qui fait partie, vous connaissez, je pense tous, mais pour rappel, qui fait partie, donc, qui est soutenu par le ministère des Transports. Donc, France Mobilité avait pour ambition de recenser les aides financières de la mobilité, et en fait, ils se sont donc appuyés sur l'existant des territoires et sur l'équipe qui avait qui est voilà, parce que le Aide Territoire existe depuis 2018, et donc en 2020 ils se sont rapprochés d'Aide Territoire pour construire finalement, ça aboutit en juin 2020, un portail, donc le portail qui s'affiche aussi ici, donc France Mobilité Territoire, qui est disponible à l'adresse aide.francemobilité.fr. Et donc, de quoi s'agit-il? Donc, en fait, c'est une page qui est filtrée sur la base de données générale d'Aide Territoire qui contient énormément de thématiques. Et donc, c'est une page vraiment filtrée sur la mobilité, sur laquelle, notamment, donc, vous pouvez encore aller plus loin et donc faciliter la recherche d'aide grâce à des filtres que je vais vous montrer tout de suite, géographiques notamment, pour, par exemple, identifier uniquement les aides qui sont dédiées aux territoires ruraux, urbains et urbains, peu denses, comme vous, par exemple. Ou le portail aussi est filtré par donc, thématique. Et là, les thématiques, je vous enverrai la liste tout à l'heure, mais en gros, on a classifié les thématiques en 9 sous-thématiques. Enfin, la thématique mobilité, on l'a divisée en 9 sous-thématiques, qui sont les sous-thématiques proposées par France Mobilité. Je vous enverrai le lien tout à l'heure si vous souhaitez avoir un petit peu d'informations sur qu'est-ce qui va dans chaque sous-thématique.
qu'est-ce qu'on met dans chaque sous-thématique. Et vous pouvez aussi filtrer par bénéficiaire, donc par commune, intercommunalité, département, région, etc. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de vous aider dans votre recherche d'aide grâce à ce site. Encore un petit mot, à partir de ce partenariat, on a aussi créé le principe de portail. Donc aujourd'hui, Aide Territoire édite des portails spécifiques des partenaires qui souhaitent présenter des aides préfiltrées sur, ça peut être un périmètre géographique, une thématique, un programme ou un type de bénéficiaire. Et donc ces portails sont alimentés constamment par la base de données, automatiquement, par la base de données d'Aide Territoire. Quelques exemples rapidement, c'est pas le cœur du sujet aujourd'hui, mais quelques exemples rapidement de portails. On a par exemple le portail France Relance, le portail de programme par exemple, on a la NCT qui a son programme sur les aides des petites villes de demain. Voilà, si ça vous intéresse, en tout cas, je vous enverrai le lien aussi tout à l'heure de ces portails. Pour en revenir aux faits, donc aujourd'hui, on a donc 235 aides financières qui sont disponibles sur le portail France Mobilité. Alors, je vais appuyer ici et normalement, il faut que je rechange, je pense, le partage d'écran. Là, vous avez toujours la présentation, vous n'avez plus mon écran, je pense. Alors, on voit, ça y est, on voit une page Internet, le portail des dispositifs de financement des projets. C'est parfait. Donc ici, voilà, c'est le fameux portail que je voulais vous présenter, donc qui est disponible à l'adresse aide.francemobilité.fr. Vous avez une brève description ici de ce dont il s'agit. Et donc, comme je vous le disais, ici, vous retrouvez vos filtres territoire. Donc, typiquement, ce que je vous disais, quel territoire je suis. Donc là, je rentre par exemple la ville que je suis. Ensuite, si je suis une commune, une région, etc. Et là, les fameuses 9 sous-thématiques que je vous expliquais avant, et notamment ici avec la catégorie mode actif qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc voilà un petit peu la tête en tout cas du portail. Vous avez ici un bouton plus de critères qui vous permet en fait d'affiner votre recherche donc par mots-clés. Ça, c'est vachement intéressant si vous souhaitez affiner et notamment par exemple renseigner le mot vélo ou cyclable, par exemple, vous aurez toutes les aides qui vont ressortir. Toujours ici, les types de bénéficiaires, si vous souhaitez rechercher des aides financières ou des aides en ingénierie, etc., des appels à projets, voilà. Donc, voilà un petit peu, en tout cas, pour cette démo du portail. Je vais continuer la démo et je vais passer sur le site Aide Territoire pour vous montrer, en fait, que le compte utilisateur, avant ça, voilà, juste avant de vous présenter la démo d'Aide Territoire, voilà, l'idée, c'est vraiment de vous faire gagner du temps pour rechercher vos aides, de mieux valoriser aussi tous les dispositifs de porteurs d'aide, parfois qui n'ont pas assez de candidats parce que ils sont pas forcément, ils sont parfois méconnus en fait des bénéficiaires. Et vous avez aussi l'idée derrière ce portail, c'est de rééquilibrer un petit peu la chance aussi entre les territoires dans l'obtention des aides. Quand on est une petite commune, qu'on a peu de moyens, c'est vrai que c'est bien d'avoir un site avec peu de chargés de missions dans chaque thématique. C'est bien d'avoir une page comme ça pour trouver facilement des aides et entreprendre des projets sur votre territoire. Vous avez ici aussi la possibilité de réaliser une veille territoriale. Donc là, l'idée, c'est vraiment vous renseigner vos filtres, je vous montrerai tout à l'heure, et vous pouvez en fait choisir une alerte en fait une fois qu'une aide répondra à ces critères, vous recevrez un mail comme quoi une nouvelle aide est disponible et vous pouvez regarder si effectivement vous êtes intéressé pour candidater ou pas. Voilà un petit peu, je réfléchis si je vous ai dit ce que je voulais en tout cas là-dessus. Je pense que oui. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais continuer la démo. Je vais aller sur Aide Territoire directement parce que pour vous montrer en fait le compte utilisateur. Alors, est-ce que ça a changé de page? Je crois que oui, normalement, si tout va bien. Vous me dites si jamais ça marche pas. Alors, du coup, sur la démo du compte utilisateur, ici, moi, je suis déjà connecté, donc j'ai déjà créé un compte. Je vous enverrai à la fin, éventuellement, je verrai pour qu'on vous relaie par mail la méthode pour se créer un compte. Mais l'idée de ça, en fait, d'un compte utilisateur, c'est d'avoir accès à un tableau de bord sur lequel vous allez pouvoir, en fait, gérer vos projets, typiquement ici en tant que territoire peu dense périurbain. Et donc là, par exemple, ici, vous avez vos projets. Alors, juste avant le webinaire, je me suis amusé un petit peu à
regarder sur le site Aide Territoire toutes les aides qui pourraient permettre de développer ma politique cyclable sur mon territoire. Et donc, en gros, je crée mon projet et l'idée dans le projet, le titre est là où on peut mettre une description avec une échéance, etc. Je n'ai pas mis de description ici. Et vous pouvez en fait attacher toutes les aides qui vont vous permettre d'aller dans le sens du développement de votre politique cyclable. Pour vous faire la démo un petit peu et pour vous montrer comment j'ai fait pour faire ce portefeuille d'aide pour développer votre politique cyclable, vous avez ici un bouton qui va vous permettre de trouver des aides pour ce projet. Et donc là, vous arrivez sur le site Aide Territoire sur lequel vous pouvez par exemple renseigner le fait que vous êtes une commune, on va dire, et que vous recherchez ici, par exemple, on va préfiltrer déjà dans la catégorie donc mobilité transport. Vous allez pouvoir mettre par exemple que vous cherchez des aides en mode actif, donc vélo, marche et aménagement associé. Donc là, sur les 3000 aides dont je vous parlais, il en reste 125. Si on va un petit peu plus loin, ici avec plus de critères, on peut tout à fait, par exemple, mettre le mot-clé vélo, disons. Voilà. Et un territoire aussi, par exemple, périurbain peu dense, dans une région peu dense, Aubernais, par exemple. Hop. Et là, donc, trouver des aides. Donc là, il va m'en rester 43. J'ai, par exemple, ici, voilà, une aide qui sort. Donc, je vais l'ouvrir. À quoi ça ressemble? En gros, vous voyez, il y a le mot-clé vélo là, qui ressort. Donc, ça veut dire effectivement que le moteur de mots-clés m'a bien identifié l'aide qui correspondait à ma recherche. Et vous avez par exemple le C2E, certificat d'économie d'énergie, savoir rouler à vélo. Donc ici, voilà un peu comment ça se présente, la description, les bénéficiaires qui sont concernés par cette aide. Ici, dans le cartouche à gauche, qui porte cette aide. Donc là, on voit ici que c'est le ministère de l'Éducation nationale. Et ici, vu que c'est un dispositif pour les enfants, et ici, la nature de l'aide. Donc, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'après, quand vous allez cliquer ici, plus de contacts, vous avez le lien vers le descriptif complet et le lien surtout pour candidater. Donc, pour aller après déposer votre dossier si vous êtes intéressé et bénéficier de ce C2E. Donc là, par exemple, ce C2E, tiens, il m'intéresse pour développer ma politique cyclable. Donc là, je vais l'ajouter à mon projet ici, en bas à droite. Et donc là, moi, ici, j'ai plusieurs projets, mais celui qui m'intéresse, c'est développer ma politique cyclable sur mon territoire. Et donc là, hop, ajouter l'aide. Et donc là, savoir rouler à vélo, c'est bien ça, ouais, sera ajouté en fait à mon projet. Voilà, donc ça, c'était un petit peu pour vous présenter la partie projet, on va dire, du compte utilisateur. Il n'y a pas que ça, il y a un autre truc assez intéressant, c'est les alertes. Alors ici, vous voyez par exemple que je n'ai pas d'alerte pour le moment. Alors du coup, je vais vous montrer rapidement comment on s'en crée une. Donc là, je peux tout à fait revenir sur trouver une aide. Je suis, on a dit, une commune. Je suis la ville d'Aubernais, on avait dit. Hop. Ensuite, je cherche ici dans mode actif, paf, et donc là, je vais valider ma recherche. Et donc là, j'arrive, ici, vous voyez que vous avez les mots-clés commune, Aubernais, mobilité, 43 résultats. Donc là, je peux créer une alerte. Et donc l'idée, c'est d'être notifié. On peut choisir la fréquence de l'alerte, quotidiennement, hebdomadairement. S'il y a des nouveautés, si les choses ont bougé, s'il y a de nouvelles aides au vu des filtres là que j'ai présélectionnés. Et donc là, moi, je vais juste simplement, pour finir la démo, vous mettre développer ma politique cyclable. Tac. Cyclable. Voilà. Créer une alerte. Et donc là, mon alerte, maintenant, elle va ici, du coup, sur mon compte utilisateur, apparaître ici. Et donc là, on voit avec les caractéristiques, fréquences, etc., développer ma politique cyclable. Voilà un petit peu pour l'alerte. Et dernière chose, ma structure. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est aussi assez intéressant. Bien sûr, vous êtes plusieurs collaborateurs dans les communes. L'idée, c'est de partager aussi. Ça ne se fait pas tout seul un projet et encore plus dans les communes, mais encore plus même dans les grandes collectivités. L'idée, c'est vraiment d'attacher des collaborateurs ici grâce à ajouter un collaborateur, ce qui va vous permettre en fait cette page vraiment de gérer les différents collaborateurs et de les ajouter à vos projets pour enrichir les mêmes projets que vous, avec des aides, avec des commentaires, etc. Voilà un petit peu, en tout cas, ce que je voulais vous montrer pour le compte utilisateur.
Pour finir, très très rapidement, on vous fera de toute façon un petit état des lieux tout à l'heure, hein, des dispositifs qui sont disponibles voilà, pour développer sa politique cyclable. Mais en gros, voilà, on a le fonds mobilité active, continuité active, instruit par donc, les préfectures, qui est en train d'être référencé sur Aide Territoire et France Mobilité. Donc ça prend un petit peu de temps vu que c'est les préfectures qui ont la main et les calendriers sont un peu différents. On a TEDMOD, mais qui est fermé cette année. Il reste aussi, bien sûr, tout ce qui est des îles, des ETR, des CID, FNADT. Tous les C2E, par exemple, on l'a vu avec, par exemple, l'ADMA, Génération Vélo, Programme au vélo, Savoir rouler à vélo. Et bien sûr, les financements européens qui ont pris un petit peu de retard, mais qui sont instruits par les régions, donc que ce soit FEDER, FSE, FEADER. Voilà un petit peu, en tout cas, pour les différents dispositifs. S'il me reste encore une minute, je crois que je ne sais pas s'il faut que je fasse un petit peu vite, mais en gros, le blog Aide Territoire, c'est quoi? C'est un centre de ressources qui est à votre disposition sur lequel on met, je vous enverrai aussi le lien dans le chat, mais en gros sur lequel vous avez accès pour notamment en particulier avoir accès à tous les replays mobilité, donc parce qu'en fait on fait pas mal de webinaires aussi pour avoir accès aux replays. Donc là par exemple on a le replay, je sais pas, par exemple de dernier webinaire qu'on a fait sur la mobilité active d'ailleurs et l'écomobilité scolaire. Ou en cas, tout ce qui concerne par exemple logistique urbaine. Enfin, on a pas mal de thématiques différentes dans la mobilité. Et vous avez aussi des articles de fond quand les porteurs souhaitent un petit peu étoffer leur politique, que ce soit pour détailler une aide ou donner une stratégie annuelle sur un plan d'aide qu'ils souhaitent diffuser. Donc voilà, c'est un peu le lieu, en tout cas le blog, des replays et des articles. Et enfin, merci beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter sur le mail ici, donc soit mon mail le direct, Jonathan Kurtz, ou soit Aide Territoire. Et voilà, en tout cas, je n'hésiterai pas, voilà, pour un accompagnement plus personnalisé, à vous orienter. Merci à tous en tout cas. Grand merci, Jonathan, pour cette présentation très concrète sur l'utilisation d'aide territoire. On espère que ça donnera envie à nombre d'entre vous d'aller l'utiliser. N'hésitez pas aussi à tout de suite poser des questions. On peut prendre 4-5 minutes pour prendre des questions à la fois dans le chat ou à l'oral, hein. Vous pouvez lever la main pour ça. Et juste, il y a une petite demande de Julien Veille du Pays Lunévillois de mettre le lien vers le blog. C'est vrai que j'ai mis Aide France Mobilité, Aide Territoire Bétagou. Si tu peux le mettre. Ouais, je vais envoyer tous les liens là dont je parlais, que ce soit pour compte utilisateur, le portail, les blogs. Super. Merci beaucoup, Jonathan. Merci encore. Est-ce qu'il y a des questions, des personnes qui voudraient se manifester? Si ça n'est pas le cas, je vous propose de continuer à faire un zoom sur les aides publiques en matière de développement des politiques cyclables avec Antoine Coé de Vélo et Territoire qui va nous présenter les dispositifs d'aide et les ressources mises à disposition aussi par Vélo et Territoire. Merci Thomas. Bonjour à tous. Du coup, effectivement, Antoine Coué pour Vélo et Territoire. Vélo et Territoire, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est une association de collectivités qui travaille sur le développement du vélo. Je vais vous partager mon écran tout de suite. Voilà, normalement, ça doit fonctionner. Donc, effectivement, on est une association de collectivités qui travaille sur le développement du vélo et l'une de nos missions, c'est de suivre de manière plus ou moins exhaustive et d'essayer d'informer les collectivités sur les aides disponibles et les financements disponibles pour le développement des politiques cyclables sur leur territoire. Donc là, la proposition que je vous fais, on a 15 minutes pour ma présentation. La proposition est de prendre la suite de l'intervention de Jonathan. Jonathan a commencé à vous esquisser rapidement les possibilités de financement qui existent. Là, l'idée, c'est de prendre encore un pas en arrière et de voir un petit peu à une échelle nationale, faire une présentation non exhaustive des dispositifs de financement qui existent pour des projets vélos. L'idée, ce sera de vous présenter disons à l'échelle d'un mandat, les financements qui peuvent se présenter à vous, que vous pourriez être amené à mobiliser dans le cadre de vos projets vélos. Il y a forcément des financements que vous ne pourrez pas tout de suite, que vous pourrez pas mobiliser tout de suite puisque tous les dispositifs ne sont pas ouverts actuellement. Mais l'idée, c'est de vous faire un tour d'horizon rapide, en tout cas dans un premier temps. Je remercie au passage le CEREMA et puis bien sûr l'ADEME de nous donner la parole aujourd'hui. Et puis on va commencer tout de suite dans le vif du sujet.
N'hésitez pas à poser des questions dans le chat et puis on essaiera d'y répondre en direct avec Thomas. Donc, les financements pour les politiques cyclables. Je commençais avec quelques ressources utiles. Alors, effectivement, c'est un peu du réchauffé par rapport à ce que vous a présenté Jonathan, mais là, l'idée, c'est de pouvoir mettre en avant le fait que du côté de Vélo Territoire, on a également une page, alors l'équivalent peut-être du blog qu'a évoqué Jonathan, une page dédiée au financement sur le site internet de Vélo Territoire, à travers laquelle on essaie de recenser autant que possible, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses sur le sujet, tous les éléments, tous les dispositifs, toutes les ressources qui sont publiées et qui existent aujourd'hui. L'idée, c'est aussi, via cette page, c'est de partager ce que Vélo Territoire appelle le panorama des financements vélo, donc, qui est un fichier Excel, un grand fichier Excel en gros, qui est mis à jour chaque année et qui recense tous les dispositifs de financement qui sont mis à disposition pour les collectivités. Voilà, c'est un panorama qui, bien sûr, doit être mis à jour une fois par an, qui est assez conséquent, donc c'est pour ça qu'il y a une mise à jour annuelle. Et c'est un document qui est en théorie réservé aux adhérents de Vélo et Territoire, qui n'a pas encore été mis à jour, puisque en théorie, la mise à jour se fait en décembre. Donc ce que nous avons convenu avec Thomas, c'est que à la suite du webinaire, nous vous transmettrons ce document, ce panorama dans sa version 2021. Donc malheureusement, un document qui n'est pas encore mis à jour, mais qui peut constituer une première étape, ne serait-ce que pour avoir une idée des dispositifs existants. Les autres ressources utiles, évidemment, on en a déjà parlé, bien sûr, c'est la plateforme Aide Territoire pour simplifier la recherche de financement. Et puis, je voulais mettre en avant aussi une autre ressource plutôt récente qui a été publiée en 2022, début 2022, qui est le guide financement public pour votre politique cyclable qui a été réalisé par l'entreprise 15. Alors, 15, c'est une entreprise disons, de location de vélos, enfin, qui met en place des services de location. Donc, c'est plutôt orienté vers le développement et le financement de services vélo, mais c'est quand même un guide assez complet que je vous recommande si vous ne le connaissez pas. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens dans le chat à la suite de ma présentation. Voilà, donc ça, c'est pour les ressources pour commencer. L'idée là, c'est comme je le disais, de prendre un pas, de faire un pas en arrière et de voir un peu une vue d'ensemble de tous les financements disponibles. Alors là, je vous présente une vue d'ensemble pour commencer, et ensuite on ira dans le détail de chacune des catégories que vous avez à l'écran. Mais l'idée, c'est que on a 4 catégories entre guillemets, hein. On va vous présenter des éléments qui concernent plutôt des financements de type national, des fonds qui sont eux aussi nationaux mais qui sont gérés localement, des aides de type plutôt européenne, et puis d'autres aides. Là, c'est un peu un fourre-tout, mais effectivement, avec le volet aide régionale et aide départementale, sur lequel on ne pourra pas forcément rentrer dans le détail puisque c'est très variable en fonction des territoires. Et puis, les dispositifs très intéressants et de plus en plus nombreux aujourd'hui des programmes C2E et des prêts qui existent aussi. Voilà, donc sans trop attendre, je vous propose qu'on rentre sur la première catégorie, le premier grand ensemble des financements nationaux. Voilà, c'est une façon de le voir, hein, effectivement. J'ai mis 3 dispositifs dans cette grande catégorie, dont l'appel à projet à vélo 2, que vous connaissez très bien, bien sûr. On aurait pu le mettre plutôt dans le volet programme C2E, mais voilà, pour moi, ça faisait partie des 3 grands dispositifs à mobiliser pour le développement de la politique cyclable. Donc, l'appel à projet à vélo 2, l'appel à manifestation d'intérêt TEN-MOD, dont je vais vous parler juste après, qui est porté par l'ADEME, France Mobilité et le MTE. Et puis le fonds mobilité active, pardon, que vous connaissez aussi et qui est porté par le ministère de la Transition écologique lui aussi. Voilà, pour rentrer dans le détail, effectivement, c'est dans ces financements nationaux. Voilà, l'idée, c'était de vous présenter à chaque fois le dispositif très rapidement, les actions qui sont cofinancées, donc ce que vous pouvez financer grâce à ce dispositif, le montant des aides de manière très succincte quand c'est possible de l'identifier, disons, rapidement, et puis les territoires qui sont éligibles, puisque différentes catégories de territoires sont représentées aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Donc, effectivement, je ne rentrerai pas trop dans le détail de l'appel à projet à vélo 2, hein, ce n'est pas nécessaire de le présenter pour vous, mais effectivement, là, c'est une source de financement importante pour les territoires ruraux, vous le savez bien, avec plusieurs actions, stratégies, services, animation, recrutement. Le montant des aides, vous le connaissez, et puis des territoires, enfin, à destination principalement des territoires peu denses ou périurbains. Voilà, c'est effectivement important de rappeler toute l'importance qu'ont les appels à projets du type à vélo, puisque c'est le second, comme vous le savez, pour le financement
des projets vélo. Je passe du coup tout de suite à la suite avec l'appel à manifestation d'intérêt TenMod. Donc là, effectivement, un appel, comme le disait Jonathan tout à l'heure, un appel à manifestation d'intérêt qui a déjà été clôturé, mais dont le but est d'accompagner les territoires peu denses, encore une fois, dans la pérennisation d'une mobilité durable. C'est la 5e édition qui a eu lieu en 2021. On a eu 48% des projets qui ont été retenus, donc un taux intéressant. 45 projets en tout pour une enveloppe au total de 2,7 millions d'euros. Voilà, donc effectivement, l'ADEME qui porte aussi ce dispositif et une aide qui est a priori reconductible. On ne sait pas exactement ce dont demain sera fait, mais effectivement, je pense que c'est important de prendre en compte que c'est des aides qui potentiellement seront reconduites dans le temps. Donc effectivement, là, on a la possibilité de cofinancer des stratégies de planification pour le développement du vélo, mais aussi de l'expérimentation et l'évaluation de solutions de services, notamment. Le montant des aides, c'est effectivement, en tout cas pour la dernière version de cet appel à manifestation d'intérêt, on avait un maximum de 100 000 euros par projet avec 50% des coûts éligibles. Et puis, effectivement, à noter qu'on a également, dans le cadre de ces programmes-là, un appui technique qui est proposé. Et puis, les territoires éligibles, je vous l'ai dit, c'est encore une fois les territoires de densité intermédiaire à peu dense qui sont encore une fois ciblés et où on a un véritable enjeu de développement d'une stratégie de planification pour le vélo. Le troisième dispositif dont je voulais vous parler, c'est bien sûr le Fonds de mobilité active, hein, vous le connaissez, donc, qui a été lancé en 2019, qui est destiné principalement à financer là, non pas des services, non pas de la planification, ou alors de manière plus indirecte, mais bien en premier lieu, la réalisation d'itinéraires cyclables sécurisés. Et l'autre vocation, c'est résorber des discontinuités existantes entre des itinéraires qui existent déjà. Là, les chiffres que je vous présente, c'est bien sûr pour la version 2021. Donc, effectivement, mais les actions cofinancées resteront a priori les mêmes, puisque ce fonds, a priori, aurait vocation à être reconduit dans les années qui suivent. Donc effectivement, des actions cofinancées, je vous l'ai dit. Pour le montant des aides, vous le savez peut-être, là, dans la dernière version du Fonds mobilité active, on était sur 1 million d'euros minimum par projet, donc à vocation à financer des gros projets d'infrastructure. Et puis les territoires éligibles, là, on a une grande variété de territoires, hein, bien sûr, mais en priorité des maîtres d'ouvrage, des communes ou des départements, dont les autorités organisatrices de la mobilité aussi, pour le développement de projets vélo. Donc une source importante de financement. Voilà pour la première partie. Pour les financements nationaux, maintenant, le deuxième grand ensemble, les fonds nationaux gérés localement, soit au niveau, bien sûr, régional ou alors ponctuellement au niveau départemental. Donc, 4 grands dispositifs avec des acronymes parfois un petit peu pompeux, mais vous les connaissez aussi, je pense, avec la DSIL, la dotation de soutien à l'investissement local. Le deuxième qu'on vous présentera aussi, c'est la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR. Le troisième dispositif, la dotation de soutien à l'investissement départemental. Et le quatrième, le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, voilà, FNADT. Donc, pour rentrer encore une fois dans le détail de chacun de ces dispositifs, sans trop vous en dire, hein, puisque bien sûr, vous avez toutes les infos sur Internet à ce sujet. Mais voilà, un premier volet. Pour la DSIL, effectivement, on a des actions qui sont cofinancées plutôt, enfin, on a plutôt du financement au niveau des aménagements cyclables, mais également des services vélos. Là, l'idée, c'est qu'effectivement, on a eu un budget de 500 millions d'euros sur 5 ans, entre 2018 et 2022, pour financer, dans le cadre du grand plan d'investissement sur les projets des collectivités pour développer des services de transport proximité durable, donc notamment des aménagements cyclables, mais effectivement, potentiellement des services vélos. Pour le montant des aides, là, ça va être très variable, mais on peut vous donner des chiffres en moyenne que j'ai pu récupérer notamment dans le document de 15 dont je vous parlais un peu précédemment. On a en moyenne 222 000 euros qui étaient mobilisés en 2019 par les porteurs de projets, et on a une répartition de ces aides, de cette dotation qui se fait au niveau régional. Pour les territoires éligibles, là, on a communes, EPCI et régions d'outre-mer et également les PETR. Voilà. L'autre volet deuxième, c'est la dotation d'équipement des territoires ruraux. Là, comme son nom l'indique, effectivement, on est sur un dispositif de soutien aux territoires ruraux, essentiellement les petites communes et éventuellement aussi, je le mets dans la slide, les opérations qui sont inscrites au contrat de ruralité.
On va avoir des aménagements cyclables qui sont en priorité concernés dans le cadre de la revitalisation des villes petites et moyennes. Et puis là encore, pour le montant des aides, encore une fois, c'est assez variable. Mais en moyenne, on est sur des projets de moindre ampleur, entre guillemets, 45 000 euros mobilisés en moyenne en 2019, avec une répartition qui, cette fois, se fait au niveau du département. La troisième dotation dont on souhaitait vous parler, c'est la dotation de soutien à l'investissement départemental. Donc là, comme son nom l'indique, principalement à destination des départements, mais aussi des quelques territoires différents, avec des compétences plus liées au département, bien sûr, la métropole de Lyon, la Corse et les collectivités d'outre-mer. Et donc là, on a encore une fois une dotation qui a vocation à financer des aménagements cyclables, avec la nuance de financer des aménagements qui permettent l'accès aux services publics et notamment au collège, puisqu'on a une notion d'accès à la mobilité scolaire via cette dotation-là. Encore une fois, pour le montant, c'est très variable, mais on a des projets assez conséquents qui peuvent être financés avec quasiment 400 000 euros de moyenne mobilisée en 2019. Et effectivement, là, encore une fois, bien sûr, une mobilisation qui passe par les conseils régionaux et les préfectures de région, bien sûr. Du côté de le dernier dispositif dont je voulais vous parler sur les fonds nationaux gérés localement, c'est le FNADT, donc le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. Là, encore une fois, on a des actions qui peuvent être cofinancées, qui sont plutôt de l'ordre des aménagements cyclables, mais également des services vélos. On a un montant des aides. Encore une fois, je suis désolé pour le manque de précision sur ce volet-là, mais c'est très variable en fonction des territoires, mais qui variable selon les projets, selon la taille de l'enveloppe, et on a une répartition régionale dans le cadre des CPER qui est faite. Et là, les territoires éligibles, ça va être plutôt les collectivités non éligibles à d'autres dotations et fonds d'investissement de l'État. Donc peut-être moins intéressant pour vous, mais ça vaut quand même le coup de le mentionner. Voilà pour les fonds nationaux gérés localement. J'ai encore quelques slides à vous présenter. Hein. C'est une vision rapide. Je m'excuse si on passe assez rapidement sur ces éléments-là. Le troisième pan, on va dire, c'était bien sûr les aides régionales et départementales. Là, c'est difficile de rentrer dans le détail, puisque évidemment, les aides régionales et départementales varient en fonction des départements et des régions concernées, hein, vous le savez. Je pense que c'était important de mettre en avant, effectivement, quand même, de ne pas les oublier, que les régions proposent quasi systématiquement, à ma connaissance, des dispositifs de financement, des projets vélos, des aides plus ponctuelles également. On a l'exemple de Dirige, l'aide régionale sur l'accompagnement et la mise en tourisme, donc voilà, sur le volet plutôt touristique de la région Grand Est. Et puis, on a également beaucoup de départements qui prévoient des dispositifs d'intervention et de soutien aux collectivités locales. Et un autre élément à mettre en avant, même si c'est assez peu développé aujourd'hui par les départements, ça vient de plus en plus, mettre en avant le fait que les départements ont aujourd'hui une compétence de soutien technique à l'ingénierie, notamment pour le développement de la politique cyclable. Donc n'hésitez pas à vous adresser à votre département dans ce cadre-là. Ensuite, le quatrième grand ensemble, c'était bien sûr les aides régionales, avec là-dessus un niveau de complexité assez important sur lequel je suis un peu moins compétent, on va dire, pour répondre à d'éventuelles questions, mais il ne faut bien sûr pas les oublier. C'est les fonds européens de développement régional, donc le FEDER, le fonds européen agricole pour le développement rural, le FEADER, et bien sûr les fonds Interreg. Là, encore une fois, sans trop rentrer dans le détail, mais pour le FEDER, on a un dispositif de soutien au développement régional assez large, avec des actions très importantes qui peuvent être financées en termes d'infrastructures, mais aussi en termes de schéma directeur, de développement d'intermodalité aussi. C'est un gros volet des FEDER. On a des éléments de conservation, de promotion, de développement des atouts touristiques aussi qui sont concernés par ces fonds et voilà, des projets qui rentreraient dans ce peuvent être mobilisés dans ce cadre-là. Effectivement, là, on est sur une répartition qui se fait au niveau régional, donc on vous invite à vous rapprocher des régions qui vous concernent. Là, c'est effectivement variable en termes de montant, en complément, et ça va en complément d'un financement régional. Pour exemple, on avait 364 millions d'euros sur le transport durable pour le programme 2021-2027. Qui était à l'époque encore en cours d'écriture, je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais effectivement, voilà, des financements importants et avec un champ assez large puisque tous les territoires sont éligibles. Et puis, pour le FEADER, effectivement, là, on a un volet, comme son nom l'indique, plutôt de soutien au développement rural, hein, avec un développement, des actions visées qui sont plutôt d'ordre de développement du réseau cyclable à vocation touristique, mais aussi
d'amélioration de la mobilité du quotidien, des déplacements domicile-travail pour les personnes, enfin pour les territoires ruraux. Donc là, encore une fois, on a un montant des aides qui est variable, qui vient en complément aussi d'un financement régional, et on a une répartition qui bien sûr se fait à l'échelle régionale avec tous les territoires qui peuvent être concernés dans l'optique bien sûr d'une dynamisation des territoires ruraux. Et puis le dernier fonds, c'est le fonds Interreg, avec là, c'est assez spécifique, mais effectivement, la possibilité de financer des actions qui rentrent dans le cadre d'un projet de coopération transfrontalière notamment, ou transrégionale, voilà, avec un soutien à la transition écologique pardon, et la protection de l'environnement qui est directement concernée par les actions. Donc là, encore une fois, un montant variable, mais une répartition des subventions qui se fait entre les différentes autorités de gestion. Donc des fonds qui sont mobilisables potentiellement, mais dans un contexte un peu plus spécifique, et bien sûr les territoires transfrontaliers qui sont directement concernés. Voilà pour les aides européennes. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, j'essaierai d'y répondre en direct après. Je déroule jusqu'à la fin de mes slides. Donc Thomas, tu me dis si tu veux qu'on fasse une pause, je m'adapte. J'ai encore 2 petites slides. Ah, tu as 2 slides. On te laisse les terminer et puis on essaiera de répondre aux questions ensuite. Ça marche, merci. Donc je termine effectivement, bon, là c'est un peu la partie fourre-tout entre guillemets, puisqu'il y a d'autres aides, on l'a dit, il y a des aides multiples qui existent en dehors de ce que j'ai déjà présenté. C'était important de mettre en avant aussi les programmes C2E qui sont de plus en plus importants, qui existent pour financer, pour accompagner la politique cyclable des collectivités. Donc, on a le dispositif Alvéole, donc le programme Alvéole sur le financement de stationnement vélo, même si effectivement là-dessus, on attend encore des nouvelles pour la nouvelle version du programme Alvéole, à ma connaissance. On a notamment l'ADMA, l'Académie des mobilités actives, qui est plutôt sur le financement de formation pour les techniciens vélo. Donc, c'est un peu... Enfin, c'est difficile d'y voir du financement, mais ça peut être intéressant en tout cas pour de la formation. Le dispositif Au Vélo qui est là sur la promotion du VAE pour le déplacement domicile-travail. On a Colis Active sur la subvention de livraison de colis via des modes actifs. Donc là, c'est pareil, c'est un petit peu alambiqué, mais c'est effectivement des dispositifs de financement à trouver potentiellement. Le programme mobilitaire avec la sensibilisation à la mobilité durable dans les territoires ruraux. Le programme MOBI qui est là sur l'écomobilité scolaire, l'objectif employeur pro vélo, comme son nom l'indique là, c'est pour le soutien pour la labellisation employeur pro vélo, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis le petit dernier dans les programmes C2E qui est très intéressant, qui s'appelle Génération Vélo, et qui est là sur du financement de déploiement du savoir rouler à vélo dans les écoles, avec un accompagnement qui peut être financé à 100%, avec le financement d'intervention au sein des écoles sur votre territoire qui peut être financé à 50%, et de la formation d'intervenants, donc des intervenants potentiels au sein de votre collectivité qui seraient formés au savoir rouler à vélo, et cette formation peut être financée à 100% par ce dispositif-là, donc un dispositif très intéressant pour généraliser le savoir rouler à vélo comme son nom l'indique. Et pour créer une génération à vélo. Le dernier volet, effectivement, enfin l'avant-dernier volet, puisqu'il me restera une dernière slide ensuite, c'était les aides et les prêts de la Banque des Territoires qui aujourd'hui existent. Alors pareil, pas forcément des financements, mais potentiellement qui peuvent vous aider dans vos projets. On a de l'aide à l'investissement qui existe aujourd'hui, qui est proposée par la Banque des Territoires, avec la soutien, c'est assez spécifique, peut-être plutôt aux régions, mais le soutien à la création de masse, en tout cas pour les AOM peut-être, et des services de mobilité pour les AOM et les communes. On a MobiPrêt aussi, qui est un prêt pour la modernisation des infras, qui va jusqu'à 100% du besoin d'emprunt pour les projets de moins d'1 million d'euros, donc qui peut être intéressant pour vos projets vélo aussi. Et puis le dernier volet, c'était bien sûr excusez-moi, de parler des dispositifs de financement qui viennent dans le cadre du plan France Relance. Et donc là, voilà, c'est pas forcément un financement qui est encore mobilisable, mais je voulais quand même le dire, dans le cadre effectivement du plan France Relance qui a été mis en place par le gouvernement. On a 2 enveloppes qui concernent directement le sujet du vélo, avec une enveloppe aménagement cyclable, avec des projets qui vont jusqu'à 100 millions d'euros qui peuvent être pilotés par des appels à projets. Enfin, on a 100 millions d'euros qui sont pilotés par les appels à projets régionaux pour des projets jusqu'à 1 million d'euros. A priori, ils ont tous été clôturés à ce jour, donc je le mentionne, mais vous ne pouvez plus les mobiliser. Et puis, on a le volet enveloppe stationnement sécurisé en gare, avec 50 millions d'euros qui ont été répartis via des conventions entre conseils régionaux, Gare et Connexion, DREAL, pour financer 48 000 places de stationnement sécurisé dans 1133 gares du territoire avant le 1er janvier 2024. Voilà. Donc, c'est du stationnement potentiellement réalisé sur foncier qui peut être éligible dans le cadre de ces enveloppes. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec les conseils régionaux pour en savoir plus. Voilà, on peut répondre aux questions maintenant, Thomas, si tu veux.
Merci beaucoup Antoine. Oui, je relais quelques questions et puis après on passera donc à la présentation du fonds mobilité active. Oui, une précision en lien avec la remarque de Cécile hein, sur la question du financement d'études dans le cadre de la DSIL. Effectivement, hein, la DSIL, elle peut financer une partie études, notamment une partie études préalables. Hein. C'est un fonds qui est géré par les préfectures de région et je pense que chaque région a son propre cahier des charges aussi dans la manière dont elle va on va dire, distribuer ce fonds. Hein. Donc, il y a un socle commun. Et puis après, chaque préfecture de région a quand même une marge de manœuvre. Mais oui, les études préalables peuvent être financées. Et idem pour le fonds mobilité active. Une partie études, notamment études maîtrise d'œuvre, mais Boris, qui va enchaîner, pourra préciser, hein, peut être aussi financée, même si le gros, hein, bien sûr, c'est le financement de travaux. Voilà, il y a une question de Julien, tu pourras compléter Antoine sur la question de l'ordre à privilégier sur les demandes d'aide. Bah, je dirais que déjà, il y a un tri préalable, à mon avis, qui est important, c'est l'éligibilité de vos projets. C'est-à-dire que vous avez un projet et après, c'est d'aller regarder après, par rapport à chaque système d'aide, si effectivement vos projets sont éligibles. Donc déjà, ça fait un premier tri, une première hiérarchisation. Et puis après, mais là, je fais appel à vous aussi et à vos témoignages. Hein. Ensuite, ben, j'aurais tendance à aller regarder les dossiers et à voir celui qui est le plus facile, le plus rapide à constituer et aussi qui est le plus, je dirais, cohérent en termes de calendrier avec mon projet. C'est aussi une manière, je pense, de pouvoir hiérarchiser. Mais alors là, Antoine, si tu veux compléter, ou même si vous, en tant que bah voilà, de porteur de projet, vous voulez compléter, n'hésitez pas. Ouais, je pense que ce serait intéressant de poser la question aux deux collectivités qui viennent ensuite dans la seconde partie, peut-être, si on y pense. Tout à fait. Alors, il y a aussi une question d'Eva, à laquelle moi, je ne suis pas en mesure de répondre. Je ne sais pas si Antoine, tu as un élément de réponse. Donc, la création de mobilité as a service, la question, c'est est-ce que c'est proposé pour tout type de territoire ou est-ce qu'il y a une masse critique de PCI à partir de laquelle l'aide peut être déployée? On n'a pas la réponse tout de suite. Par contre, on peut la retrouver avec les collègues en interne CEREMA, mais peut-être Antoine, tu as des éléments. J'ai pas plus d'éléments là-dessus. J'aurais tendance à dire qu'il n'y avait pas de masse critique, justement, mais j'ai peur de dire une bêtise. Très bien. Aussi une question sur Alvéole Plus, donc de Lisa. Donc, ben, pas répondre tout de suite. Par contre, un peu en avance, on vous informe que le premier webinaire à vélo 2 de la rentrée sera consacré au stationnement vélo le 6 septembre et que on pense bien accorder une place importante à la question d'Alvéole Plus puisque le programme sans doute aura été annoncé d'ici là, hein, même si ce n'est pas encore le cas. Donc on demande à Lisa un peu de patience, mais on devrait, voilà, c'est un sujet qu'on développera dès la rentrée. Je peux juste, ça me fait penser à un élément quand même qui est important que je n'ai pas dit dans ma présentation, mais ces dispositifs-là sont bien souvent aussi dépendants comment dire, des exécutifs en place. Et effectivement, le fait on soit dans une période de transition au niveau du gouvernement actuellement explique qu'on a potentiellement de nouveaux dispositifs qui pourraient arriver assez rapidement et certains dispositifs qui sont désormais caducs, enfin, de mon point de vue. En tout cas, on est très dépendant de ce timing politique. Merci beaucoup Antoine. Il y a peut-être d'autres questions, mais je crois on a fait le tour. Je vous propose eh bien, de continuer en compagnie de Boris Lee de la DREAL Île-de-France. Bonjour Boris. Boris va nous présenter le dispositif du Fonds Mobilité Active. Bonjour à tous. Du coup, Boris Lee de la DREAL Hauts-de-France. Oui, je vais vous présenter du coup un petit peu plus en détail tout ce qui est fonds mobilité active. Avant ça, je vais juste revenir sur quelques points sur ma vision sur les questions DSIL, etc. qu'on a vues et qui ont été présentées par Club Ville et Territoire, de mon point de vue, on va dire, au niveau régional. Sur la DSIL, il y a beaucoup de
de gestion qui est faite au niveau départemental, voire même directement par les sous-préfets d'arrondissement. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec elles. Elles sont beaucoup mieux renseignées sur les critères qu'elles ont. Et effectivement, elles ont une certaine marge de manœuvre sur tout ça. Juste pour préciser également sur la priorisation, il y a également une histoire de timing purement, on va dire, opérationnel, notamment, je pense, au FEDER et du coup, souvent les régions, mais pas toujours. Elles attendent les notifications des marchés avant de conventionner quoi que ce soit. Sachant que pour les aides régionales, enfin européennes en tout cas, bien sûr, ce sera beaucoup plus sur des trajets européens, et du coup, notamment les Eurovéloroutes, que ça portera. Et dernier point par rapport justement au recensement des aides qui était bien complet, sur le stationnement vélo, du coup, dans l'enveloppe France Relance. Alors pareil, en théorie, c'est plutôt géré en Dreal, donc si vous avez un contact en Dreal, n'hésitez pas à les contacter. En pratique, voilà, la répartition entre qui porte quoi entre Gares & Connexions et les collectivités, l'accompagnement au nom de la région, a déjà bien avancé, puisque nous, on avait comme objectif de conventionner au maximum avant cet été. Donc voilà pour ces quelques précisions avant de parler plus en détail du coup du fonds mobilité active. N'hésitez pas à poser des questions si besoin. En revanche, petite précision, je ne verrai pas les questions en direct, donc je serai obligé d'arrêter le partage d'écran avant de continuer. Donc sur le fonds mobilité active, du coup, aujourd'hui et jusqu'à présent, ça a toujours été des appels à projets qui se sont appelés d'abord continuité cyclable et maintenant aménagement cyclable, pour faire suite à une des questions. Et en termes de contexte, ça vient ensuite à tout ce qui avait été porté, notamment par le plan vélo national de 2018, qui a été bien ancré dans les textes de loi avec la loi d'orientation des mobilités fin 2019, avec pour objectif clair et affiché de tripler la part modale pour atteindre 9% en 2024. Donc pour ça, une enveloppe de 350 millions au niveau national avait été mise en place sur 7 ans, donc entre 2018 et 2024 en gros, sachant que à l'heure actuelle, on a eu 4 appels à projets nationaux qui ont été lancés sur ce fonds mobilité active, avec environ 265 millions d'accompagnement État et quelque chose comme 350 territoires, 600 projets. Alors, c'est des chiffres généraux, mais il y a des territoires qui ont bénéficié de très grosses subventions parce qu'il y avait des très gros projets, et d'autres de plus petites subventions parce que les critères n'étaient pas forcément les mêmes. Il y a également eu un appel à projet régional en 2022 qui a été porté par toutes les régions suite justement à une enveloppe France Relance dont Antoine vous a parlé précédemment. La plupart des appels à projets régionaux en tout cas, les dépôts de dossiers sont clôturés et puis l'instruction est en cours, voire quasi finie. Et du coup, l'annonce des lauréats ne devrait pas tarder a priori. En PACA, je crois qu'ils ont fait plutôt un guichet plutôt qu'un appel à projet régional. Mais voilà, globalement, 100 millions d'euros supplémentaires au niveau de l'État ont été mis en place. Pour ce qui va arriver ensuite, il restera 85 millions, donc 350 moins les 265 déjà actés, qui vont être mobilisés, mais pour l'instant, on ne sait pas encore de quelle manière. C'est-à-dire, on ne sait pas encore si ce sera un appel à projet, on ne sait pas encore quels seront les critères de cet appel à projet, même si, effectivement, a priori, ça devrait être encore un appel à projet. Et a priori, voilà, les critères seront très proches de ce qui a existé pour l'instant. En revanche, après ces 85 millions d'euros, aujourd'hui, comme l'a précisé justement Antoine à la fin de sa présentation, aujourd'hui, on n'a pas encore de visibilité sur ce qui se passera après ces 85 millions et ce prochain appel à projet. Donc pour l'instant, voilà, on n'a pas encore une visibilité très ferme et définitive sur le futur. Même si voilà, on sent quand même que vu l'engouement et vu la demande des territoires, il devrait certainement y avoir encore un accompagnement de l'État à ce sujet. Reste à savoir encore sous quelle forme et comment ça va se concrétiser vraiment. Donc jusqu'à présent, ça a toujours été des appels à projets. Les appels à projets, ça a plusieurs avantages, notamment le fait qu'il y a un cahier des charges qui est assez clair
Et c'est bien des appels à projets, c'est-à-dire que les territoires déposent des projets et ce sont les meilleurs projets qui seront sélectionnés. Ça a été surtout le cas, enfin ça a été très durement le cas lors du dernier appel à projet de 2021, alors même que justement les critères étaient très très restrictifs, puisqu'il y avait un critère de demande de subvention à au moins 1 million d'euros, sachant que les taux de subvention variaient entre 20 et 50% globalement. Ce qui faisait voilà, des subventions uniquement pour des très gros projets. Aujourd'hui, les 85 millions pour le prochain appel à projet, on n'a pas encore de visibilité sur quelle forme ça va prendre. Cela dit, si ça prend une forme qui se poursuit par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, il y a certains critères qui vont rester à peu près incontournables et qui devraient encore être mis en place pour le prochain appel à projet. Notamment que l'aménagement cyclable doit être sécurisé avec notamment ce tableau que vous devez connaître à 2-3 entrées du CEREMA pour déterminer quel type d'aménagement cyclable peut être considéré comme sécurisé en fonction de la vitesse du trafic routier et de la volonté qu'on veut porter pour l'aménagement cyclable qu'on veut mettre en place. Qui est un entrant incontournable et voilà, qui fait un office de critères d'éligibilité très fort pour financer ou non un projet. Ensuite, il faut que le projet s'inscrive au minimum dans une politique cyclable. Donc là, pour AVLO2, ça devrait aller. D'un point de vue purement pratique, n'hésitez pas non plus à parler de tout ce qui est stationnement qui peut être mis en place à côté des aménagements. Ça a aussi beaucoup d'intérêt pour la politique cyclable de manière générale. Donc, dans cette politique cyclable, il y aura des itinéraires et il y aura une continuité cyclable qui sera à mettre en place. Ça aussi, ce sera regardé. Un aménagement qui lie rien à rien et on ne sait pas à quoi il sert, ça a quand même très peu d'utilité. En termes d'éligibilité, on regardera aussi en termes d'instruction le confort d'aménagement sur lequel je reviendrai plus tard. En général, mais le critère tend à disparaître au profit d'autres par sa complexité et par le fait que voilà, en fait, finalement financer un aménagement qui permettrait de se déplacer le week-end, c'est peut-être pas si bête que ça. Le critère de la mobilité du quotidien tend à s'atténuer. Ça ne veut pas dire qu'il va disparaître, mais il tend à s'atténuer. Pour justement essayer d'estimer au mieux et de voir au mieux comment nos concitoyens du coup s'adaptent et évoluent vis-à-vis des aménagements cyclables qu'on peut mettre en place. Il y a toute une question également de captation de la donnée et notamment d'installation de compteurs qui nous permettent d'avoir une vision pas exhaustive, mais d'avoir une certaine vision sur l'évolution qui peut être très importante et qui peut être valorisable par ailleurs par chacun. Et en général, il faut faire attention à la date des travaux et notamment à la notification des premiers marchés de travaux. Alors, la plupart des demandes de subventions que vous ferez à l'État sont soumises du coup, au décret 2018-514 qui impose tout un tas de choses, dont notamment un certain nombre de documents purement administratifs, mais également demande à ce que le commencement d'exécution du projet ne soit pas porté avant la demande de subvention. Et parfois, voilà, certaines subventions vont plus ou moins déroger à cette règle sur la demande, enfin sur la date de la première notification marché travaux. Mais c'est très important parce que du coup, en termes de priorisation vis-à-vis de la question qu'une personne posait tout à l'heure, il y a cette histoire aussi de planning de financement où on ne demande pas forcément les financements aux interlocuteurs au même moment. Et c'est en particulier vrai pour des gros aménagements qui sont à la fois des eurovéloroutes, qui font partie du schéma régional Véloroute et Voie verte, et qui font partie du schéma local des acteurs cyclables. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas un exercice qui est toujours facile,
d'autant que les taux de financement sont toujours un petit peu compliqués et que voilà, il faut quand même autofinancer 20% sur la part hors taxe, comme l'impose du coup le CGCT. Je vais revenir sur le confort d'aménagement. On insiste beaucoup dessus, notamment lors de l'instruction, parce qu'il est assez avéré qu'un aménagement non confortable n'est pas utilisé. Et du coup, la dépense publique et l'efficacité et l'utilité de la dépense publique sur des aménagements non confortables devient très critiquable. Et en fait, c'est bon pour personne, puisqu'un aménagement qui sera critiqué, finalement, ça rendra notre politique cyclable d'autant plus vulnérable. Alors que voilà, aujourd'hui, on sent plutôt qu'il faut l'inciter et puis la porter du mieux qu'on peut. Sur le confort, je ne m'étalerai pas trop longtemps parce que je crois que je n'ai pas tant de temps que ça finalement. Il y a toutes les questions de largeur, du coup, en fonction de la bande, enfin, de si c'est une bande cyclable, si c'est une piste cyclable unidirectionnelle, bidirectionnelle. En général, dans les cahiers des charges de l'appel à projet, il y a une annexe qui donne les recommandations techniques, du coup, portées par le CEREMA, et qui donne des largeurs minimum pour chaque type d'aménagement. Dans ces recommandations, il y a aussi toutes les recommandations qui ont trait au revêtement, et notamment là, je vous ai remis un tableau du coup de la fiche action numéro 9 de Vélo et Territoire, qui permet de montrer notamment, par exemple, tout ce qui est sable stabilisé. C'est un investissement pas très cher initialement, mais en fait, sur le long terme, c'est pas si bon que ça. Et c'est pas si bon que ça non plus d'un point de vue même environnemental si on regarde un petit peu tous les impacts. En tout cas, c'est pas si positif qu'on pourrait le croire, même si visuellement c'est très beau et que ça peut avoir des intérêts. En tout cas, sur le long terme, ça peut très vite en perdre. En termes de confort, ce qu'on va regarder également, c'est tout ce qui est continuité aux intersections. Typiquement sur des aménagements où on aura beaucoup de fois besoin de s'arrêter quand on est cycliste, peut y avoir des questions à se poser. Alors, il y a des réglementations qui peuvent même parfois strictement l'interdire ou en tout cas le dérecommander. Mais voilà, cette continuité aux intersections est aussi très importante et aussi savoir comment traiter tous ces aspects-là. Pour avis personnel, vu les dossiers que j'ai pu voir passer, il y a pas mal de bureaux d'études qui ne regardent pas spécialement ces sujets-là. Et du coup, on n'a pas d'informations dessus, ce qui peut être très, très dommageable, puisque du coup, on n'a pas vraiment d'informations sur comment en fait, l'aménagement va être utile au final. Sur tout ce qui est visibilité, jalonnement, etc., il peut également y avoir des questions qu'on peut regarder plus ou moins, et également toutes les questions sur les séparations entre les différents usagers, par exemple entre trottoir et piste cyclable, si la piste cyclable est à hauteur de trottoir. Donc, ce sont des points qu'on va regarder lors de l'instruction et qui vont permettre soit d'éliminer carrément des projets si les largeurs sont clairement non respectueuses des recommandations techniques et du coup qu'on considère ne permettront pas d'usage de l'aménagement cyclable, ou permettront de classer les projets justement vu que l'enveloppe est finalement très faible vis-à-vis de la demande locale du coup, des territoires. Un point particulier que je soulève également, vu les retours d'expérience que j'ai pu avoir, en tout cas au niveau régional, c'est qu'un projet qui est non concerté avec les communes est souvent un projet, alors je voudrais dire mauvais, mais je ne peux pas forcément le dire, mais en tout cas souvent non optimisé. C'est-à-dire que partage de l'espace entre la voirie, le gestionnaire de voirie qui est peut-être la commune, les trottoirs qui sont peut-être portés par l'AOM, et du coup la gestion par exemple des carrefours à feu. Si rien n'est concerté ensemble, du coup si on fait un projet qui est juste sur l'espace piéton, souvent en fait on n'a pas tant d'espace que ça, donc on fera un mauvais projet qui ne sera pas utilisé, etc. Donc c'est un point qui est quand même très très important et qui peut être assez intéressant à traiter assez en amont. Quelques conseils juste pratiques sur les dossiers. Vu le nombre de dossiers qu'on peut avoir
et vu la complexité des dossiers, il peut être intéressant de faire des cartes. Alors, on s'en fiche que les cartes soient moches, faites sous Google Maps, et puis que voilà, tout soit pas représentatif. En revanche, identifier qu'ici, on a 150 mètres de piste cyclable bidirectionnelle, ici 400 mètres de zone 30, et puis ici 250 mètres de encore piste cyclable bidirectionnelle, avec les pistes cyclables délicates par ailleurs, etc. Ça peut valoir le coup, puisque ça nous fait gagner beaucoup de temps sur la compréhension des dossiers. Et honnêtement, même si on veut être tout à fait objectif en tant qu'instructeur, c'est fort probable qu'un dossier qui soit peu lisible et difficile à comprendre soit moins bien perçu, et du coup moins bien noté et forcément moins bien priorisé au niveau de l'instruction. Donc ne négligez pas du tout ça, sachant que voilà, en revanche, on n'a pas besoin que ce soit fait par un cabinet de communication pour que ça ait de la valeur. En revanche, on a besoin de comprendre ce qu'est l'aménagement, comment il est traité du début à la fin, et y compris avec l'existant. Si vous n'avez pas trop le temps ou s'il y a des choses qui sont un petit peu difficiles à faire, il y a des outils qui existent. Alors, je ne veux pas spécialement faire de publicité, il y a peut-être d'autres outils qui existent. Je sais que StreetMix a été pas mal également présenté dans des formations, etc. Et il est assez facile de prise en main. Et il donne des résultats qui sont plutôt très convenables et permettent bien de comprendre la situation au niveau d'un aménagement donné. Et pareil, c'est plutôt très utile d'avoir ce genre d'informations pour pouvoir instruire. Sachant que voilà, les plans techniques détaillés peuvent être mis en annexe des appels à projets, enfin des dossiers déposés aux appels à projets, et du coup pourront être complétés ou non par StreetMix. Si les plans détaillés sont déjà suffisamment détaillés, StreetMix ne sert à rien du tout, hein. Mais parfois, voilà, on n'a pas forcément ces plans détaillés parce qu'on arrive un petit peu tôt dans les phases d'études. Mais en revanche, on a quand même suffisamment d'informations pour pouvoir faire ces plans sous StreetMix. Ça peut être très intéressant de les avoir. Et deux derniers points, le dossier n'a pas besoin de faire 500 pages pour être bon. Et au contraire, s'il fait 500 pages, c'est qu'il n'est certainement pas assez synthétique. Et que du coup, il y a plein de choses qui sont pas forcément très utiles. Pareil, un dossier qu'un instructeur va mettre trop de temps à lire ne sera pas forcément à votre avantage. Dernier point qui peut sembler bête et banal, mais qui a toute son importance, c'est vraiment d'essayer de répondre aux questions au plus vite possible. Je t'entends, Thomas. Oui, oui, si tu peux accélérer pas mal, je vois qu'il y a encore 7 slides. En plus, ça va aller très vite, en fait, c'est juste des captures d'écran après de démarche simplifiée. Et juste voilà, pour démarche simplifiée, donc très rapidement, ça va se présenter un petit peu sous cette forme après avoir cliqué sur un lien. Il y aura juste une présentation. Alors le temps de remplissage estimé, c'est nouveau, je ne sais pas trop comment il est calculé. Donc c'est assez intuitif. Les touches sont assez grosses pour voir un petit peu ce qu'on fait. On commence la démarche. On commencera toujours par remplir son numéro de SIRET et vous permettra de sélectionner votre établissement. Et vous aurez tout un tas de choses à remplir. On vous indiquera en bas que le bouillon est automatiquement enregistré. Et il y aura un bouton pour l'enregistrer, pour déposer le dossier, sachant que le dossier est toujours modifiable, sauf s'il est passé en instruction. Mais en général, on reviendra quand on passe en instruction. Et en général, c'est à la fin du dépôt de dossier. Du coup, je passe toutes les rubriques. Vous les aurez du coup dans les présentations qui seront envoyées. Voilà, il y a un certain nombre de rubriques qui sont assez utiles à remplir et qui nous servent aussi beaucoup pour faire les estimations. Donc, quelques points importants sur la plateforme. Il y a aussi une messagerie et beaucoup de notifications. Faites attention que certains rentrent dans les spams et dans les courriers indésirables. Donc, faites attention parce qu'en général, c'est la messagerie qui sera utilisée par les instructeurs. Et dernière remarque, donc ne pas hésiter à contacter les instructeurs. En revanche, on ne peut pas agir à la place de vos bureaux d'études. On peut conseiller ou dire s'il y a des endroits où on considère que ce n'est pas bon. En revanche, on ne pourra pas refaire tous les plans techniques, etc. Pour un retour d'expérience, porter un projet à moitié est parfois pire que ne pas le porter du tout. On a déjà vu des projets où on envoyait les cyclistes sur des giratoires qui n'étaient pas du tout traités parce qu'on ne voulait pas faire perdre de la place au véhicule. Ce n'est pas forcément très bon. Et communiquer sur les aménagements de mobilité est très utile, mais ne jamais oublier que la mobilité est une réponse à un besoin de déplacement, notamment créé par l'aménagement du territoire.
Donc voilà, j'en ai fini pour la présentation. Désolé d'avoir un petit peu... Mais pas de souci, merci beaucoup Boris. Voilà, ce fonds mobilité active, on espère qu'il sera reconduit et que les 85 millions qui restent pourront être distribués aux collectivités sous forme d'appel à projet. Je vous ai mis le cahier des charges techniques du fonds mobilité active dans le chat, donc il vient détailler ce que Boris vous a présenté. Peut-être relayer la question de Madame Elec de la communauté de communes Blair-Val de Cher, qui est une question qui revient souvent, qui dit que dans certaines demandes de subvention, il faut détailler des projets précisément. Le problème, c'est que ça demande d'avoir fait le marché de maîtrise d'œuvre sans forcément l'avoir notifié. Et donc, avec les délais de subvention, c'est parfois compliqué. C'est toujours ce curseur à trouver entre la précision de ce qu'on demande pour qu'on soit sûr que ça soit un projet qui soit viable, mais le fait de ne pas demander trop de choses, puisque de ne pas faire en sorte que la collectivité soit trop engagée dans son projet. Est-ce que tu aurais des remarques là-dessus, Boris ? Alors, c'est une question très pertinente et qui nous, va nous interroger beaucoup justement dans savoir comment on va reconduire cet appel à projet, justement parce qu'effectivement, tous les territoires n'ont pas forcément les mêmes niveaux enfin, ne déposent pas des dossiers avec les mêmes niveaux d'études. Aujourd'hui, il y a une vraie question de savoir qui est la vraie cible et du coup qui on veut accompagner le mieux avec l'enveloppe qu'on a. Donc malheureusement pour l'instant pas de questions, mais effectivement pour l'appel à projet qui va arriver, les 85 millions qui nous restent, c'est une question assez cruciale qui sera traitée rapidement, j'espère. Mais du coup pas de vraie réponse, désolé. Merci beaucoup, Boris. Il y a peut-être d'autres questions dans le chat. Je te laisse peut-être y répondre par écrit parce que je souhaiterais qu'on passe à notre deuxième phase de notre webinaire qui est donc le partage de retours d'expérience. Je propose qu'on me prenne peut-être 10 minutes pour regarder ensemble le klaxon que je vous ai mis dans le chat et que je vous encourage à regarder. Je vais partager mon écran pour partager avec vous ce que je vous ai préparé. L'idée, c'est de réagir ensemble, c'est de regarder ensemble ce qui se fait dans les territoires en fonction des présentations qui ont pu vous être proposées par Jonathan, Antoine, Boris. Donc, je vous propose donc sur ce klaxon d'inscrire dans les différentes bulles d'aide les choses, les collectivités, les aides que vous avez déjà mobilisées ou que vous êtes en train de mobiliser. J'espère que mon écran est visible par tout le monde. Donc voilà, j'ai suivi un petit peu la répartition qui est à la fois proposée par Antoine et puis aussi par 15, par l'étude 15, en regroupant quand même les aides nationales, qu'elles soient déconcentrées ou pas. Donc vous avez le premier groupe d'aide donc de fonds nationaux que j'ai répartis comme ça. Donc ce que je vous propose, c'est si vous avez un fonds que vous avez déjà mobilisé et que vous êtes en train de mobiliser, c'est de mettre un petit post-it ici. Je vous appuyez sur la croix et vous partagez avec nous ce que vous avez financé ou ce que vous êtes en train de faire financer, donc avec votre nom, prénom, la collectivité et si possible le type de projet, schéma directeur, étude d'aménagement, service vélo, animation. Et puis peut-être qu'on reviendra vers vous pour vous faire partager qui peut être de différents types. On peut avoir la région sud qui nous présente ces dispositifs d'aide. Elle n'a malheureusement pas pu être présente, mais n'hésitez pas à partager avec nous aussi sur ce que vous avez pu mobiliser comme aide, si possible en ayant la région concernée et là encore le type de projet. Et puis aussi les aides départementales, même formule. Et puis voilà, j'ai mis un onglet aide européenne, donc avec les 3 aides principales qu'on a repérées. Je vois que là, il y a ça. Ah non. Thomas, oui. Excuse-moi, je me permets. Oui. Je pense peut-être ne pas être la seule, mais ça a dû un petit peu laguer le son au début. Alors n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez bien compris les consignes ou s'il faut rapidement les réexpliquer si vous n'avez pas entendu. Est-ce que c'est... J'ai l'impression que le post-it s'anime, donc peut-être que les gens ont quand même compris
l'essentiel de l'exercice. Oui, alors c'est peut-être le fait C'est de au cas où. partager mon écran en même temps que de parler. Oui, effectivement, là, au niveau bande passante, je vais enlever mon... Peut-être je vais enlever ma vidéo. Ça a duré Voilà, quelques secondes hein, pour le coup, d'accord. mais je Ok, préfère très bien. préciser au cas où. Super. Ben, je vois que les post-it commencent à venir. Hein. Je propose qu'on prenne un petit peu de temps. Hein. J'ai vu que la dernière fois, dans le moment participatif de conclusion, on s'était un petit peu précipité. Du coup, on n'avait pas pu profiter hein, de toute la richesse de vos sollicitations. Donc, si je vais dans les aides d'État, eh bien, on voit que voilà, vous êtes plusieurs à avoir profité du certificat d'économie d'énergie avec donc, la communauté de Cœur de Chartreuse bah, qui cite Avelo 2. Effectivement, il y a beaucoup d'Avelo 2 qui sont eh bien mentionnés. Donc, ça, on s'y attendait. Il y a aussi Mobi hein, qui a été mobilisé par Artiser. On voit aussi que sur TenMod, eh bien, il y a aussi eu des sollicitations avec la communauté de communes Blair-Val de Cher, hein, donc avec des expérimentations de mobilité partagée. On a aussi donc Jade, donc de Trois Champagne Métropole, hein, qui donc dans le cadre de la DSIL a pu faire contribuer la DSIL au développement d'un service de vélo en libre service. Donc du côté des aides d'État, il y a pas mal de choses. Sur les aides régionales, ça commence, hein, donc avec eh bien là, le financement, donc, de ce que je comprends, d'un schéma directeur cyclable, hein, je vois SDC, hein, donc, qui est noté qui est mentionné par Pays de la Barre, donc, qui est venu peut-être en plus peut-être du dispositif Avelo 2 hein, pour augmenter eh bien, la taille du financement du schéma directeur des aménagements cyclables. Et puis également la région Auvergne-Rhône-Alpes hein, qui donc semble avoir financé pour la communauté de communes du Val d'Eyrieux donc un service vélo et en projet une convention de coopération en matière de mobilité, peut-être en lien avec la compétence mobilité. Voilà, ça se remplit. N'hésitez pas, moi je sais pas, là je suis sur les aides départementales. On pourrait peut-être, je ne sais pas, demander par exemple, eh bien, je ne sais pas, à Julie si elle souhaite détailler ce qui a été rendu possible pour la communauté de communes Tarn-Agout hein, en termes d'aide au groupement de communes pour le schéma directeur vélo. Julie, si vous souhaitez prendre la parole et témoigner de ce que vous avez pu mettre en œuvre pour le schéma directeur cyclable en complément de la subvention à Vélo 2. Vous m'entendez du coup maintenant? Oui, bonjour Julie. Oui, bonjour, bonjour à tous. Eh bien, effectivement, donc nous, on n'a pas encore lancé hein, l'élaboration de notre schéma directeur vélo, mais du coup, le département a édité dernièrement un guide des aides aux communes et aux groupements de communes, avec un supplément 2022 où il y a spécifiquement fléché en fait des aides à l'aménagement cyclable et aux équipements. Et du coup, le schéma directeur vélo apparaît dans les lignes très clairement d'accompagnement. Donc, on sollicitera au moment où on enverra ou on publiera notre marché pour recruter le bureau d'études, cet accompagnement-là du département. Merci beaucoup, Julie. Hein, l'occasion d'insister sur le fait que quand même beaucoup de départements interviennent, même si elles ne sont pas autorités organisatrices de la mobilité, mais interviennent en subvention, donc à la fois, la plupart du temps quand même sur des questions d'aménagement. Hein, ça peut être aussi des aménagements cyclables de rabattement auprès des collèges, hein, qui ne sont pas forcément desservis par des départementales, mais souvent des voiries communales ou intercommunales. Donc là, le département peut intervenir. Et puis aussi, mais on l'a vu dans
dans nos premiers webinaires, elle peut aussi intervenir pour subventionner des services vélo. Donc oui, n'hésitez pas à aller voir. Alors peut-être que tous les départements ne font pas quelque chose aussi précis que ce dont a pu profiter Julie, hein, donc ils ne font pas voilà, un document, mais n'hésitez pas à aller vous renseigner auprès des départements. Il n'est pas rare qu'ils proposent des aides. Je vous propose de continuer et de terminer ce petit tour d'horizon avant de laisser la parole à nos deux, je dirais, nos deux témoignages de collectivité. Peut-être d'aller du côté des aides européennes. Hein. Je vois que, par exemple, la communauté de communes du pays d'Ancenis, hein, alors toujours sur les questions de schéma directeur de mobilité active, mais aussi du management de la mobilité et aussi en termes de ressources humaines, eh bien, semble avoir sollicité ou va solliciter le Fonds européen agricole pour le développement rural. Est-ce que, Jérémy, vous souhaiteriez peut-être compléter ou intervenir ou témoigner sur ces aides que vous sollicitez auprès de l'Europe? Alors, bonjour. Bonjour Jérémy, on vous entend très bien. Vous pouvez allumer votre caméra aussi. Si vous par contre, je pense pas avoir beaucoup de choses à compléter sur ce qu'elle a inscrit, parce que c'est pas moi qui a suivi le dossier, je suis arrivé juste après. D'accord. Donc, d'accord, très bien. C'est bien déjà de le savoir. Déjà, on peut peut-être vous poser la question sur est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'être mis en œuvre? Donc, la subvention a été décidée. Ouais, elle a été décidée, elle a été validée. D'accord, très bien. Et elle se complète du coup avec la subvention à Vélo 2 du coup. D'accord, très bien. Parce qu'on essaie les mêmes axes sur lesquels on avait fait une demande. Ok. C'est vrai que les subventions européennes ont parfois la réputation d'être compliquées à mobiliser avec des dossiers parfois très, très, très épais. On a au moins la preuve que c'est au moins possible. Après, on a eu l'avantage aussi, je pense, d'avoir une collègue qui est axée sur la relation justement avec ce fonds. Très bien. Donc, ressources humaines qui ont permis peut-être de gagner un peu de temps aussi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Je propose de terminer quand même encore quelques minutes avec la dernière bulle que j'avais précisée, hein, qui était sur autre, hein, donc autre type de financement, même si du coup on retrouve des collectivités qu'on a déjà citées, peut-être. Peut-être Marie-Pierre Guichard de du coup CCMDL, acronyme que je ne peux pas développer, mais qui semble avoir répondu à une AMI Avenir Montagne Mobilité, donc voilà, qui concerne là pour le coup la location longue durée de vélos à assistance électrique. Est-ce que Marie-Pierre, vous souhaitez témoigner sur cette aide que vous avez sollicitée? Oui, bonjour à tous. Je ne vais pas aller bien loin. Pour l'instant, on a sollicité, c'est déposé. On n'a pas encore, on ne sait pas encore si on va être retenu ou pas. Mais effectivement, c'était une opportunité donc sur les montagnes, en fait, les massifs montagnes, donc Pyrénées, Massif central. Donc nous, on est plutôt CCMDL, c'est Communauté de communes des Monts du Lyonnais, donc côté Massif central. Voilà, donc on a répondu récemment, c'était jusqu'au 28 mai, le dernier appel. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres plus tard. Et c'est pour l'instant en échange, discussion, et on saura en octobre normalement si on est lauréat ou pas. Ça nous permettrait de compléter effectivement un vélo 2 sur un service de location longue durée vélo. Très bien, merci. Un petit commentaire peut-être sur le dossier, si vous l'avez suivi. Est-ce que vous encouragez d'autres collectivités à le faire? Est-ce que c'est simple à remplir? C'est en plusieurs étapes. Alors, la première étape, on va dire, est relativement simple à remplir. C'est un peu pré-projet. Après, il y a un échange avec l'Adréal et France Mobilité régionale pour compléter le projet. Donc là, on est plutôt dans cette deuxième étape de notre côté. Après, moi, je suis accompagnée avec un de mes collègues, en fait, qui est plus sur la partie financement. Moi, je suis responsable du service mobilité. Voilà. Donc, pour l'instant, ce n'est pas trop compliqué, mais bon, on va voir un peu ce qu'on nous demande par la suite pour compléter le dossier. Eh bien, merci beaucoup, Madame Guichard, pour ce dernier, on va dire, retour d'expérience impromptu.
Je vous propose de poursuivre donc avec nos deux derniers intervenants hein, qui sont des retours d'acteurs sur le financement d'Action Vélo. Et je vous propose du coup de rester en région Auvergne-Rhône-Alpes et d'aller donc du côté du syndicat mixte de l'Avant-Pays savoyard et d'écouter Christophe Morel qui va nous parler des financements vélo sur son territoire. Oui, merci Thomas et bonjour à tous. Donc, je suis donc chargé de mission au syndicat mixte de l'Avant-Pays savoyard. Donc, comme son nom l'indique, se trouve sur le département de la Savoie. Donc, je vais partager ma présentation. Hop. Alors. Voilà, alors déjà peut-être quelques éléments de contexte pour présenter ce territoire. Hein. Donc, nous, notre syndicat mixte, il gère une structure d'accompagnement d'ingénierie territoriale à l'échelle de 3 comités de communes du département, donc qui comprend 34 communes et 25 000 habitants. Donc on est vraiment un territoire rural puisqu'on a un réseau de petits bourgs dont les plus gros font entre 2 000 et 3 000 habitants. On est étroitement lié aux agglomérations de Chambéry et d'Aix-les-Bains par rapport au flux pendulaire domicile-travail, notamment par l'autoroute que vous voyez en rouge là sur la carte. Et on est séparé de ce bassin-là par une barrière montagneuse naturelle donc qui impose des problématiques de déplacement, avec beaucoup de déplacements qui se réalisent en voiture, soit par l'autoroute, soit par le tunnel du Chat au nord. On a également sur notre territoire le lac d'Aiguebelette, qui est un peu le centre de l'activité touristique sur notre territoire, activité touristique estivale. Et donc, sur cet espace-là, on a également un double enjeu de mobilité touristique et du quotidien. Et donc, en résumé, en fait, on est sur vraiment des petites communautés de communes hein, avec des moyens limités aussi, tant en ingénierie qu'en financement. Voilà, ce qui ne nous a pas empêché de commencer à travailler, à mobiliser des financements sur la mobilité à vélo. Alors, on n'est pas autorité organisatrice de la mobilité. Hein. Nos collectivités, nos 3 comités de communes ont laissé cette compétence à la région. Par contre, et j'invite les territoires à bien regarder les conventions, parce que nous, nos 3 Comcom ont conventionné avec la région. Et au sein de ces conventions, il y a un volet important sur la mobilité active. Par exemple, chez nous, sur les aménagements cyclables, en 2022, on a une dotation de 100 000 € par comité de commune qui est mobilisable, à condition de déposer un dossier au 1er septembre. On a également une prise en charge intégrale pour le déploiement de stationnement, hein, d'arceaux et de points d'arrêt au niveau des lignes de transport scolaire ou des lignes de cars régulières qui sont gérées par la région. Un financement à 80% des stationnements sécurisés pour les vélos. Et puis, il y a également, dans ces conventions avec la région, la possibilité de mobiliser 50% d'aide pour l'acquisition de flottes de vélos plafonnées à 50 000 €. Et c'est des conventions qu'on va être, nous, et c'est valable pour beaucoup de collectivités, devoir renégocier prochainement dans le cadre de la révision des contrats de plan État-région, donc à anticiper pour les années à venir. Alors, le premier dispositif qu'on a pu nous mobiliser nous, sur le territoire pour la mobilité quotidienne à vélo, ça a été le dispositif territoire à énergie positive pour la croissance verte, alors qui n'est plus actif, mais c'était déjà un système avec des certificats d'économie d'énergie. Donc, on a mobilisé ces financements sur la période 2017-2019, ce qui nous a permis de financer, vous avez en photo, hein, des tronçons de voies vertes en proximité du lac d'Aiguebelette et des premiers déploiements de stationnement vélo, d'arceaux, de box à vélo. Et puis également l'achat de vélos de service au niveau de la communauté de communes du lac d'Aiguebelette et qui servent d'ailleurs aujourd'hui pour la surveillance estivale par les services de gardiennage autour et de police autour du lac. Voilà, vous avez quelques images des aménagements qui avaient été financés dans ce cadre-là. On avait monté une candidature commune à l'époque
mais avec 3 maîtres d'ouvrage différents, c'est-à-dire que nos 3 comités de communes adhérentes étaient maîtres d'ouvrage de différentes actions, et avec un financement à 80% qui a permis de mobiliser 500 000 € environ sur l'ensemble du territoire. Le deuxième type de financement qu'on a pu mobiliser, c'est un programme européen Leader, sachant que nous, notre programme européen Leader se termine et qu'il était sur la thématique du changement de pratique. Donc, on a pu mobiliser ces financements, notamment pour réaliser notre schéma directeur cyclable, le déploiement des premiers compteurs vélos sur notre territoire et puis des vélos de service. Donc là, on est sur une opération pas très importante, mais d'environ 50 000 €. Et Leader nous a permis de financer tout cela à hauteur de 80%. À VLE2, ben, ça, je vais être assez rapide parce que vous avez tous été lauréats. Juste savoir que nous, on a été lauréats sur les 4 axes d'AVELO2. Donc, avec un financement à 50% puisqu'on n'était pas AOM. Je vais juste vous dire qu'on a également complété ce financement de l'ADEME par des financements du département de la Savoie. Alors, pas sur la totalité des actions, mais sur certaines actions, au titre d'une enveloppe territoriale. Et on complète également certaines opérations également avec le programme européen Leader. Et puis, donc, le dernier financement qu'on a mobilisé l'année dernière, en 2021, c'est ce qu'a présenté Boris précédemment. C'est ce fameux appel à projet sur les mobilités actives, où nous, vous avez un extrait, on a déposé un dossier pour un tronçon de voie verte qui est inscrite à notre schéma directeur, toujours au niveau du lac d'Aiguebelette, et qui permet de faire la connexion entre un aménagement existant et au sud, la gare de l'Épin-le-Lac, qui est un point de connexion important, notamment avec le bassin chambérien. Donc là, c'est un appel à projet qui finance des opérations assez lourdes, de plus d'1 million d'euros. Donc là, on était sur 2 600 000 € environ d'opérations. Et on a pu obtenir un financement de l'État à hauteur de 565 000 €. On avait demandé 1 million d'euros, mais je crois qu'au niveau de la région, voilà, l'enveloppe a dû être partagée. Il y a eu énormément de candidats à cet appel à projet. Alors, juste pour vous présenter, nous, en termes de candidature, c'est ce que disait également Boris, on a privilégié la présentation cartographique. Déjà, bien montrer l'intégration du projet en l'extrayant du schéma directeur cyclable, si vous en avez un, c'est très, très important. Et puis après, au niveau de différentes échelles, on trouve important également de montrer comment s'inscrit cet aménagement localement par rapport aux pôles qui génèrent des déplacements, les pôles d'habitat, les pôles touristiques, les zones d'activité, les espaces qui permettent de l'intermodalité comme les gares ou les parkings de covoiturage existants. Donc bien de montrer ça en cartographie, ce que l'aménagement permet de relier. Et puis, vous avez à droite également une carte extraite de notre schéma directeur cyclable qui permet de montrer l'aménagement au sein du potentiel d'intermodalité du territoire. Donc, on a essayé de valoriser l'aspect cartographique dans la candidature. Là, ça a déjà été dit précédemment, bien mettre en avant des profils en travers avec l'existant et puis ce qui est projeté en termes d'aménagement, bien intégrer des plans et répondre effectivement aux préconisations qui sont réalisées par le CEREMA, puisque c'est l'une des conditions d'obtention de ces financements. Alors, sur les difficultés à lever pour lever les financements sur les territoires, l'une des premières choses, c'est de mobiliser les partenaires. Ça a été dit un petit peu, de mettre dans la boucle les communes qui sont concernées, les associations d'usagers, et puis bien sûr les collectivités qui vont devoir mettre la main à la poche localement. D'où le besoin également d'une gouvernance claire
pour valider le contenu du projet et puis pour valider l'autofinancement qui restera à charge à la collectivité. Alors, le niveau de détail demandé par les appels à projets est très différent, hein, mais dans le cadre du plan de mobilité active, on a bien vu qu'il fallait un contenu déjà très détaillé, avec des chiffrages précis, et donc qui nécessite souvent des études préalables qu'il faut anticiper. Et puis pour les infrastructures, hein, je crois que ça n'a encore pas été dit, mais aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir un schéma directeur cyclable, puisque la plupart des financeurs aujourd'hui demandent à présenter le projet dans le cadre d'un schéma directeur, qui montre la cohérence du projet au niveau local et avec les liens avec les territoires voisins. Alors, PPI, plan pluriannuel d'investissement, on ne l'a pas trop évoqué. Alors nous, on n'est pas forcément un très bon exemple chez nous, puisqu'il est inexistant à ce jour. Pour plusieurs raisons, c'est qu'on a une multiplicité finalement de gestionnaires de voiries et de maîtres d'ouvrage sur notre territoire, qui peuvent être des communes, des comités de communes, le département ou la région. Donc nous, notre structure, on est plutôt là en accompagnement de ces différents maîtres d'ouvrage, et notamment pour répondre à ces appels à projets. Donc on accompagne plutôt la mise en place de ce schéma directeur au fil de l'eau, en fonction de l'avancement des études portées par ces différents maîtres d'ouvrage, et puis des opportunités. Dans les opportunités, je citerai notamment celle du département, qui est amené à faire des travaux de réfection de voirie. Et dans leur cadre de déploiement de ces travaux, le département aujourd'hui doit s'inspirer de notre schéma directeur cyclable et voir ce qui doit être réalisé en fonction des tronçons. Alors, pour préparer ces candidatures, alors certains éléments que j'indique là sont assez évidents, mais on l'a évoqué, hein. Il faut déjà préalablement vérifier l'éligibilité du projet, soit à l'appel à projet, soit au dispositif d'accompagnement financier. Ça peut être des conditions de population, de coût du projet, etc. De bien vérifier également les échéances qui sont imposées, notamment par ces appels à projets, puisqu'il y a des dates imposées de dépôt des dossiers. Et donc, caler en conséquence des comités de validation localement, hein, c'est la gouvernance locale. Et essayer d'anticiper également, de consulter les plateformes, parce qu'on est de plus en plus sur des dépôts de candidatures en ligne, de bien consulter ces plateformes en amont pour prendre connaissance de toutes les pièces qui sont demandées. Et parfois même, il y a besoin pas de signature électronique, mais de validation électronique des partenaires. Donc bien anticiper. Et les dernières semaines, c'est toujours compliqué de gérer ces éléments-là. S'assurer de la faisabilité du projet, on l'a déjà un peu évoqué, mais c'est bien sûr le projet, si la maîtrise foncière n'est pas assurée, si on peut avoir des points bloquants à ce niveau-là, en fonction des contraintes environnementales également, si on est en site classé, ça peut être des contraintes importantes pour le projet ou des dossiers d'autorisation comme des dossiers loi sur l'eau. Il faut bien veiller que ces éléments permettent de réaliser le projet pendant la validité de l'aide. Réaliser des études préalables, hein, c'est nécessaire pour la plupart des appels à projets ou des dépôts aujourd'hui. Et puis s'appuyer, hein, c'est ce que j'ai présenté préalablement, il faudrait bien appuyer ces candidatures sur le schéma directeur local qui est finalement la feuille de route du territoire, et montrer comment le projet s'intègre bien dans ce schéma et il accompagne la mise en place de ce schéma. Bien sûr, argumenter sur le service qui est rendu par le projet et bien l'appuyer sur des données chiffrées, que ce soit des données potentielles de population qui est desservie par l'aménagement, des données de trafic, de vitesse, comme cette fameuse V85. Et puis, bien sûr, je dirais ne pas attendre les appels à projets, anticiper. Hein, il vaut mieux avoir des dossiers prêts avant les appels à projets, car le temps des études préalables est souvent important. Et puis, alors, je crois que il y a encore deux diapositives. Pérenniser les actions et leur financement sur le territoire.
ça passe déjà pour moi pour la création de postes ou le maintien de postes sur la politique cyclable, donc un budget de fonctionnement dédié à anticiper aussi, alors qui peuvent être accompagnés par ces différents dispositifs d'aide avec une visibilité bien sûr qui est souvent limitée à 3 ans, mais c'est important d'inscrire ce budget de fonctionnement dans la durée. Il y a également un élément important pour nous, c'est de formaliser un comité de pilotage de la politique cyclable à l'échelle de son territoire, qui se réunirait à minima 2 fois par an avec les partenaires financiers. De mettre en place des outils d'évaluation qui vont permettre, vis-à-vis des élus du territoire, de montrer l'intérêt de cette politique vis-à-vis des attentes des habitants. Et là, par contre, on a des grosses difficultés, ce qui risque d'être un peu un défi pour beaucoup de nos territoires, c'est d'anticiper les coûts de fonctionnement de ces aménagements, parce que c'est souvent très facile de mobiliser des financements pour les infrastructures et pour l'investissement, mais voilà, ce qui pose de plus en plus question pour nos collectivités, c'est le fonctionnement derrière, l'entretien. Donc, il y a un gros défi pour nous à négocier avec les gestionnaires des routes, voire à créer des moyens de mutualiser du matériel et des moyens humains entre les différents acteurs. Et puis, donc c'est la dernière diapositive. Si vous n'en avez pas, un conseil, effectivement, c'est de valider un schéma directeur cyclable, sachant que ça peut prendre un peu de temps de réaliser ces schémas. C'est souvent une exigence des financeurs, notamment pour les infrastructures. De valider un budget annuel de fonctionnement pour l'animation, qui est indispensable pour aller chercher ces financements et animer la politique. Je dirais également important de présenter, défendre ces schémas locaux aux structures un peu supra, comme le département. Nous, on a la chance d'avoir un plan départemental vélo au niveau de la Savoie, au niveau de la région également, puisqu'il y a beaucoup d'itinéraires d'intérêt touristique régional qui bénéficient d'aide de la région. Et puis, c'est d'être en veille sur les différents dispositifs existants. Si vous êtes présent aujourd'hui, c'est bien que vous êtes en veille là-dessus. Les réseaux Vélo et Territoire, à Vélo 2, etc. Et puis, dès que vous avez un projet, je dirais ce qui est important, c'est d'échanger avec les services qui ont en charge ces dispositifs d'accompagnement financier pour montrer votre intention à déposer un dossier et puis échanger le plus tôt possible avec eux. Voilà, alors je ne sais pas si je suis resté dans le temps imparti, Thomas. Mais... Merci beaucoup, Christophe. Oui, il n'y a pas de souci. C'était vraiment très intéressant de t'écouter à la fois sur les expériences, sur voilà, ce que l'Avant Pays Savoyard a réussi à mettre en place, et puis aussi sur les conseils qui sont donnés au territoire, donc avec un établissement qui non seulement va chercher des financements, mais qui se propose d'être assistant à maîtrise d'ouvrage des collectivités pour les aider aussi à les mobiliser. Donc, merci pour ça. Il n'y a pas encore de questions dans le chat, mais ça va peut-être venir. Et pour peut-être les faire venir, je vous propose d'accueillir notre dernier intervenant, Étienne Charles, de la communauté de communes de Serre-Ponçon, avec lequel on vous propose d'échanger également sur l'expérience de cette communauté de communes en matière de financement. Bonjour Étienne. Bonjour. Si ça passe mal, j'enlèverai la caméra. Pour l'instant, ça va très bien. Ça a l'air d'aller très bien, oui. Okay. Étienne, je propose de te donner la parole pour faire part. Comme on avait décidé, je n'ai pas de présentation visuelle, donc je vais un peu dérouler comme ça ce qu'on a réalisé sur le territoire. Moi, je suis technicien activité pleine nature et mobilité douce sur la communauté de communes de Serre-Ponçon. C'est une communauté de communes de 17 communes. C'est pas une grosse com-com, quoi, dans les Hautes-Alpes, autour du lac de Serre-Ponçon. Donc, depuis 2017, nous, on a mis en place 8 projets d'investissement sur le vélo, qu'il soit utilitaire ou que ce soit du vélo de loisir. On a commencé par la mise en œuvre du schéma cyclable sur des fonds européens en 2017. Après, on a commencé la mise en œuvre de schéma cyclable avec la construction de passerelles et d'aménagements cyclables
avec des fonds DETR de l'État et des fonds des îles de l'État, dotation, soutien, investissement local. Ensuite, on a continué à partir de 2019 sur plutôt du loisir avec l'aménagement de circuits VTT. Là, on était sur des fonds européens POIA, c'est Programme interrégional du massif des Alpes, et des fonds du département des Hautes-Alpes. On a continué les aménagements cyclables avec des fonds européens toujours Alcotra, c'est Alpes Latine Coopération Transfrontalière. Par contre, là, c'était intéressant parce que ça nous a pris 100% des aménagements, ce qui est assez rare dans les travaux, quoi. On a continué toujours ces aménagements cyclables, cette fois-ci avec l'appel à projet continué cyclable sur le fonds mobilité active, et avec prix à 40%, et le reste c'était du départemental à 15%. Toujours sur les aménagements cyclables, on a un autre programme qui est en cours avec des fonds régionaux sur du CRET, contrat région équilibre territorial, et l'appel à projet de l'Europe, React EU. Ensuite, on a fait une révision cette année de notre schéma directeur cyclable afin qu'il colle un peu plus à la réalité. Donc sur des fonds État cette fois-ci, des fonds de l'ADEME. Et enfin, sur les programmes Région Espace Valléen et Avenir Montagne Investissement, on est en train de créer des parcours cyclo et des parcours gravel. Donc voilà, en fait, on a balayé quand même pas mal de financeurs sur ces 8 programmes qui sont européens, État, département, région. Eh bien oui, oui Étienne, alors donc voilà, fonds européens, DETR, DECIL, fonds départementaux, fonds mobilité cyclable, fonds contrat région équilibre territorial, certificat d'économie d'énergie. On aura presque envie de vous poser les questions. Quels sont les fonds que vous n'avez pas mobilisés? Programme transfrontalier aussi. Oui, programme Interreg, transfrontalier. En fait, on essaye vraiment de taper à toutes les portes parce que en fait, tout le monde sait que c'est pas évident de se faire financer les programmes, et vu qu'il faut toujours un cofinanceur, si on cherche pas en fait plusieurs cofinanceurs en même temps, les projets ne peuvent pas aboutir. Très bien, bah, du coup, voilà une collectivité qui a développé une expertise certaine en la matière, et donc du coup, on a bien envie de profiter de ces conseils. Quel conseil vous auriez à partager aux collectivités qui voudraient, voilà, qui auraient encore peu de démarches en ce sens pour qu'elles aient les chances d'aboutir? Justement, il faut faire de la recherche de financement conjointement. Il faut bien préparer ces dossiers, surtout au niveau visuel, et que ça soit assez compréhensible du premier abord, quoi. Qu'est-ce que j'avais noté, et surtout, y avoir un schéma directeur cyclable à l'origine pour pouvoir commencer avec cohérence l'ensemble des aménagements, quoi. Oui, on retrouve cette question du schéma directeur cyclable. Alors, pour le coup, c'est quelque chose qu'Avélo2 accompagne fortement, puisque effectivement, ça fait partie des conditions pour avoir axe 2, 3, 4, je ne sais plus, Mathilde pourra compléter. Il faut avoir déjà un schéma directeur cyclable. Oui. Pas pour l'axe 4, effectivement, mais oui. C'est vrai que, disons que le schéma directeur cyclable est quand même vraiment une pierre angulaire de toute politique cyclable. Donc, c'est vrai que c'était un prérequis important, notamment à l'échelle d'un EPCI. Surtout qu'au niveau des difficultés, le temps de parution entre les appels à projets, les délais de retour pour savoir si les dossiers sont retenus, ce n'est pas toujours évident. Et après, surtout, faire coïncider les calendriers de chaque financeur, que ce soit au niveau temporel et au niveau financier. Là, la vraie difficulté, elle est là aussi, quoi. Une question peut-être de Cécile qui demande si vous aviez réalisé des pré-études pour avoir une vue d'ensemble sur les projets avant d'aller chercher des subventions, ou si c'est quelque chose qui s'est fait au fil de l'eau, au gré des opportunités? Non, on le fait au gré des opportunités. En fait, comme on est une petite collectivité avec donc du coup la part d'autofinancement sur les projets est à chaque fois pas forcément énorme, on avance par tranche de travaux.
parce qu'on n'a pas le choix. Donc, en fonction aussi du plan du PPI, on essaye de ce qui a été validé au budget annuel, on essaye d'avancer en fonction de ça, quoi. Très bien, merci. Du coup, je suis en train de remonter le chat là, puis je voudrais une question qui rebondit un petit peu sur la question de Julien Vieille du Pays Lunévillois, sans parler forcément d'ordre à privilégier pour les demandes d'aide, mais est-ce que dans tout ce que vous avez pu monter comme dossier, est-ce qu'il y a des dossiers qui vous ont semblé plus simples que d'autres? Et voilà, s'il y avait à choisir, vous iriez plutôt sur celui-là que sur un autre, ou il n'y a pas de hiérarchisation possible? Si, il y a vraiment des hiérarchisations. J'ai presque envie de prendre la question à l'inverse. Les plus compliqués, c'est les dossiers européens. Les plus faciles, c'est au niveau local avec le département. Après, les dossiers au niveau de l'État, comme Avenir Montagne Investissement ou même l'appel à projet Continuité Cyclable, je les ai trouvés relativement simples et avec pas trop de contraintes. Voilà. Par rapport à l'Europe, c'est quand même plus facile à gérer, quoi. Très bien. Et puis peut-être aussi continuer avec la question qui a été abordée également par Christophe, hein, donc de l'avant-pays savoyard, la question de la pérennisation des actions, hein, effectivement, d'être subventionné en one-shot sur une action. Eh bien, ça pose la question de comment on suit derrière. Alors, pour la question des aménagements, c'est bien sûr la question de leur entretien, de leur maintenance. Pour la question d'un chargé de mission de vélo, c'est de continuer à ce que le poste puisse être financé. Est-ce que c'est des questions aussi qui se posent dans vos projets? Pas tellement. Pas tellement. Pour les aménagements cyclables, vu qu'on fait par petites tranches, on n'a pas encore beaucoup de linéaires. Donc, jusqu'à présent, c'est ou la communauté de communes ou les communes qui s'occupent de l'entretien. Pour l'embauche d'un chargé de mission dédié au vélo, ça serait une bonne chose un jour, puisque moi, je suis un peu à mi-temps en fait, sur ces missions. Et en fait, c'est équivaudrait à un poste à plein temps. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions qui se posent dans le chat. C'est le moment de les poser à Étienne. Je file dans le chat pour voir. Je redescends. Il n'y a pas de questions particulières. Je ne sais pas si vous vouliez peut-être pour conclure, Étienne, ajouter une dernière. Non, juste qu'il faut avoir de l'endurance et un peu de chance aussi pour mener à bien tous ces projets, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Étienne, pour ce témoignage. De Serponçon. On va bientôt arriver à la conclusion de notre webinaire, hein. Alors déjà, évidemment, je souhaiterais remercier tous nos intervenants, hein, Jonathan, Antoine, Boris, Christophe, Étienne, hein, pour leur contribution précieuse. Je voudrais vous dire aussi sur les webinaires qu'il y a effectivement une pause estivale en juillet et août, et donc on se donne rendez-vous en septembre, plus précisément le 6 septembre, avec un webinaire consacré au stationnement vélo, sachant que donc 2 semaines plus tard, ce sera toujours un mardi après-midi, on aura un webinaire qui sera consacré cette fois-ci à la mobilité cyclable dans les collèges et les lycées, en lien avec une grande étude que l'ADEME est en train de finaliser, hein, sur la mobilité vélo et collège, avec à la fois des retours d'expérience et puis des recommandations auprès des collectivités. Donc voilà, les prochaines dates à noter, c'est les 6 et 20 septembre. Et je laisse tout de suite la parole à Mathilde Pavageau pour la conclusion de ce webinaire. Oui, merci beaucoup Thomas. J'allais moi-même remercier tous les participants et les intervenants surtout. Donc, je ne vais pas faire doublon, mais je vous remercie vraiment sincèrement pour tous ces conseils, tous ces ressources que vous nous avez apportées, parce que justement, hein, avec donc Jonathan Kurtz et Antoine Coué, on a vu déjà que, par exemple, Aide Territoire peut être une première porte pour explorer les potentiels aides qui existent, mais on l'a vu aussi grâce à eux, que ce n'est pas juste des ressources d'ordre financier, mais qu'on a aussi que ces plateformes ont vraiment aussi vocation à partager des ressources documentaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à connaître, à savoir aussi.
Ces aides peuvent être vraiment de divers types, hein, avec des critères variés. On a vu qu'il y avait des aides possibles en fonction de l'échelle territoriale, mais aussi des aides possibles en fonction du type de territoire. On voit que certains dispositifs peuvent se cumuler, alors parfois sur certaines conditions, exemple le respect du cumul des aides publiques à 80%, et en même temps des dispositifs qui peuvent être tout à fait complémentaires. Donc on le voit, même si ça va vous paraître évident finalement, mais c'est que l'existence de ces aides, de ces dispositifs, elle met en avant quelque chose d'essentiel, qui peut être évident pour vous à ce stade, mais qu'il semble vraiment intéressant de rappeler, c'est que finalement, il faut vraiment réfléchir en premier lieu et globalement au projet que vous souhaitez mener, que l'on souhaite mener, avant finalement de vérifier l'existence potentielle d'une aide ou d'un dispositif. Et finalement, pas l'inverse, à ne pas rogner son projet pour qu'il rentre dans le cadre d'une aide visée, ce qui est différent bien sûr d'adapter sa candidature en fonction des critères d'éligibilité. Donc pour autant, la recherche de financement, et comme l'a souligné Étienne Charles, eh bien, elle est importante, puisque un autre point a été mis en évidence, c'est la question du planning de financement, qui confirme la nécessité d'un suivi rigoureux de son projet. Et comme l'a expliqué M. Morel, c'est la question aussi de l'anticipation. Un côté plus terre à terre, c'est que derrière une demande d'aide, on a aussi une analyse humaine, donc en espérant que tous ces conseils vous seront utiles lorsque vous allez déposer des dossiers peut-être prochainement dans les mois, dans les années à venir, pour faciliter sans doute le travail de lecture des instructeurs. Dans tous les cas, et Thomas l'a dit, il y a une petite pause avec les webinaires. On a eu la chance de pouvoir en réaliser 11 et j'espère que vous avez été satisfaits des thématiques qui vous ont été présentées. Celle-ci, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire remonter lorsque le questionnaire de satisfaction va vous être envoyé, à vraiment nous faire part de toutes vos remarques, tout ce qui va pouvoir nous permettre d'améliorer ou de vous apporter des éléments complémentaires pour les prochains webinaires sont toujours utiles. Donc pendant cet été, ça sera l'occasion de se reposer un petit peu avec ces fameux mardis, ces webinaires à Vélo 2, pas tous les mardis, mais c'est souvent le mardi. Et cela reprendra en septembre. Alors, je n'ai pas les dates précises en tête, elles vous seront bien sûr communiquées, donc tenez-vous à l'affût notamment du calendrier qui se trouve sur l'espace collaboratif à Vélo 2. À ce sujet, tous les replays pour rappel sont disponibles sur cet espace ainsi que les supports de présentation, sauf lorsque le format du webinaire ne le permet pas. Et je vois que l'heure tourne, donc je vous souhaite, je vous remercie à tous encore une fois pour votre présence et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et on se retrouve tous en forme pour le premier webinaire de la rentrée en septembre. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous, au revoir. Merci Thomas également. Bonne journée à tous, au revoir.